Vous enseignez la philosophie, une philosophie qui est sortie de son carcan institutionnel. Vous cherchez à présenter une autre histoire de la philosophie et une université peut plaire du goût dans votre ville, à Argentan. Alors, l'idée de reprendre des auteurs emblématiques et de déconstruire leur image, c'est ce que vous faites dans votre dernier ouvrage sur le marquis de Sade. Le nom de l'ouvrage, c'est Passion de la méchanceté sur un prétendu divin marquis. Donc, Guillaume Apollinaire, qui réédite le marquis de Sade il y a à peu près une centaine d'années, merci, et qui en fait un homme à la mode, qui est présenté comme un libertin, libertaire, un féministe, un philosophe des Lumières, un émancipateur républicain. Alors, dites-nous qui est réellement Sade, pourquoi est-ce que vous lui avez, pourquoi vous avez tel don contre lui, et il faut souligner que vous comparez ces actes sadiques à ceux d'Ilse Kor, une femme d'un SS qui a sévi dans le camp de concentration de Buchenwald. Oui, d'abord, merci d'avoir accepté de faire ce beau travail de synthèse. Merci à vous d'être là si nombreux, parce que j'ai l'impression d'avoir été lu et saisi et compris, donc merci. Oui, vous dites fort justement dès le départ que j'insiste sur ma biographie et c'est une idée nietzschéenne. C'est pas seulement une idée narcissique ou égotiste, mais je pense que la préface du Gai savoir de Nietzsche est vraiment extrêmement intéressante parce qu'elle marque une rupture dans l'histoire de la philosophie et Nietzsche nous dit la philosophie, c'est la confession d'un corps, c'est l'autobiographie d'une personne. Pendant très longtemps, la vieille tradition chrétienne d'un Jésus qui n'a pas existé et de manière historique, mais qui est un personnage conceptuel sur lequel on a fabriqué une biographie, ou à partir duquel on a fabriqué une biographie, ce schéma-là fait que, effectivement, on est plus soucieux du texte de l'auteur que de l'auteur lui-même. Nietzsche dit il faut arrêter avec ça, il faut juste mettre en perspective le corps, qui est une grande raison, dit-il, et puis la pensée, qui est la production des émotions, des sensations, des perceptions, de la mémoire, de la chair, etc. etc. Et ça marche évidemment pour Nietzsche, mais ça marche pour tout le monde. Donc ce que je me suis proposé dans mon travail, c'est de dire voilà mes idées et voilà d'où elles viennent. Donc à chaque fois qu'il y a eu un texte important à mes yeux, il y a des textes, quand on a fait 80 livres, il y a des textes auxquels on tient et d'autres auxquels on tient moins, mais à chaque fois qu'il m'a été donné de parler d'éthique, d'esthétique, de politique, de bioéthique, etc., j'ai voulu dire d'où venaient mes idées. Donc, effectivement, on tombe sur un père, sur une mère, sur une enfance, sur des rapports au monde, mais des rapports à son propre corps. Et c'est ce que j'ai fait avec la contre-histoire de la philosophie depuis 2002 à l'Université populaire, c'est-à-dire prendre 25 siècles de philosophie à bras-le-corps et montrer qu'on pouvait refaire une lecture, faire une lecture jamais faite, puisque effectivement, depuis toujours, on dissocie le texte du contexte et le texte même de son propre producteur, jusqu'au structuralisme. Structuralisme qui nous dit texte sans contexte, peu importe les conditions d'écriture, on évince l'histoire, peu importe que ce soit un texte écrit par Hugo ou par Zola, par exemple, du premier Hugo ou du dernier Hugo, ça c'est pas très intéressant. Moi je dis au contraire. C'est très intéressant de savoir quand, comment, de quelle manière ce texte a été produit, pourquoi, en fonction de quel type de relation. Et donc vous voyez que c'est pas marxiste, mais en même temps, ça laisse une place extrêmement importante à l'histoire. Donc sur Sade, je procède exactement de la même manière. C'est-à-dire que on m'a dit que Sade était un libérateur du genre humain, qu'il était un grand républicain, qu'il était opposé à la peine de mort, c'est donc un abolitionniste, enfin il était politiquement correct, quoi, Sade. Et on me le présente comme ça à l'université. J'ai 17 ans, j'ai un prof qui à l'époque est lacanien, l'année suivante il devient marxiste-léniniste, donc il se met l'année précédente il psychanalysait les gauchistes, après il fait de la psychanalyse une science bourgeoise, mais enfin du moins il nous présente ce Sade-là. Et quand on a cet âge-là, on ne va pas critiquer l'institution, on ne va pas critiquer le professeur, on ne va pas remettre en cause le fait que les choses soient ainsi, elles nous sont enseignées ainsi, et voilà, il m'est arrivé moi aussi de propager cette lecture de Sade, parce qu'on n'a pas tout lu, et qu'on n'a lu qu'un livre, et voilà. Donc je me suis proposé une méthode, elle est simple et coûteuse en travail, c'est pas compliqué, on lit l'œuvre complète, de manière chronologique, du début jusqu'à la fin, et on ajoute les correspondances et les biographies, et on croise tout ça. De sorte que sur Sade, on découvre effectivement des choses terribles, c'est-à-dire qu'il est le contraire de ce qui se trouve dit, et ça marche pour beaucoup de gens. Si vous faites ça avec Sartre, c'est exactement la même chose.
Le philosophe de la liberté, on découvre qu'il écrit dans des revues collaborationnistes en 1941, puis toujours en 1944, et puis qu'en 1943, le journal collaborationniste en fait le plus grand auteur de l'année, que Simone de Beauvoir travaille à Radio Vichy en 1944. Enfin, si vous mettez en perspective les textes, le contexte, la biographie, on s'aperçoit effectivement que Nietzsche a bien raison de dire que parfois on philosophe avec ses impuissances, on philosophe avec ses regrets, on philosophe avec ses craintes. Et de fait, quand on n'a pas été un grand résistant pendant la guerre, eh bien on fait une philosophie de la résistance à la libération. Et c'est intéressant de la voir à l'œuvre, cette pensée, la généalogie de cette pensée. Pour Sade... Donc Sade, on a l'impression que certains écrits ont été édulcorés. Alors pourquoi est-ce qu'on a édulcoré Sade? Alors parce que, tout au départ, c'est Apollinaire qui fait la première anthologie, 1909, de Sade. Et il répond à une commande. C'est un travail alimentaire. Tout Apollinaire qu'il est, grand poète, introducteur de l'art nègre dans l'esthétique de l'époque, grand critique d'art, etc. Il faut pas... Je ne jette pas tout Apollinaire, je dis simplement que sur ce sujet-là, il a fait ça vite fait, bien fait, voire vite fait, mal fait. Il a choisi quelques textes, il a fait une préface, et puis il nous l'a rêvé, ce Sade. Et il nous a dit qu'il était féministe, etc., etc. Et si vous lisez l'œuvre complète, la correspondance, la biographie, vous découvrez que c'était exactement l'inverse. On dit, il écrit un texte qui est, en français encore un effort pour être vraiment républicain, et qui est critique de la peine de mort. On se dit, bon voilà, il est abolitionniste. Donc, si il est contre la peine de mort, son œuvre est fantasmatique. Alors qu'en fait, ce texte est écrit quand il est à la prison révolutionnaire et qu'il voit passer une trentaine de personnes tous les jours sous sa fenêtre et qu'on décapite à tour de bras et qu'il est là justement parce qu'on a l'intention de décapiter lui. Ça rend abolitionniste, ce genre de spectacle sous sa fenêtre. Et je me dis, si on met ça en perspective avec la biographie, on découvre quoi? Que ce personnage qui est prétendument abolitionniste, il est très heureux qu'on décapite Louis XVI, il est très heureux qu'on décapite Marie-Antoinette, il est très heureux qu'on décapite Charlotte Corday. On fait plus abolitionniste que ça, tout de même. Donc vous faites ça, on pourrait reprendre le féminisme, le républicain, etc., et c'est tout à fait l'inverse. Il est phallocrate, il est misogyne, il est antisémite, il est féodal. Il n'est pas du tout républicain, c'est justement par peur qu'on le décapite qu'il s'inscrit à la section des piques et par pur opportunisme. Et si vous regardez les dates et que vous regardez son entrée dans la section des piques et que vous lisez la correspondance avec Godifrey, par exemple, à ce moment-là, vous apercevez qu'il dit « mais on a massacré mon château, je fais ce qu'il faut, on a pillé ma cave, on a détruit des meubles ». C'est une assurance-vie qu'il prend en rentrant chez les Jacobins. Donc je mets l'œuvre en perspective, l'œuvre complète en perspective avec la biographie, puis avec l'histoire, et je dis « mais arrêtez de dire n'importe quoi ». Parce qu'ensuite d'Apollinaire, Breton prendra ça pour argent comptant en disant il y avait une vénération absolue, pendant un certain temps ils se voient tous les jours, Apollinaire et Breton, une vénération absolue de Breton pour Apollinaire, qui lit ce texte, édulcoré bien sûr, hein, parce qu'on ne choisit pas parmi les textes des 120 journées de Sodome, ceci dit, à la décharge d'Apollinaire, on ne le connaissait pas encore comme on le connaît aujourd'hui, mais il choisit des textes très allégés, susceptibles de pouvoir être édités. Breton reprend la mythologie, tous les surréalistes reprennent la mythologie, et par la suite, c'est simple, il suffit de tirer, vous avez Georges Bataille, vous avez Lacan, vous avez Deleuze, vous avez Foucault, vous avez Barthes, vous avez Solers, enfin tout le petit milieu parisien se cite, s'autocite, se congratule, ne lit pas Sade, sans avoir lu Sade directement, mais simplement les textes écrits sur Sade, de ceux qui ont lu les textes écrits sur Sade, qui ont lu les textes écrits sur Sade, jusqu'à Apollinaire, qui est l'inventeur de la mythologie. Et je dis, allez au texte, et vous verrez que les textes ne disent pas ce que les glosateurs ont pu raconter, et ce que surtout le premier d'entre eux, Apollinaire, a raconté. Parce que là, vous ne parlez pas non plus de tous les textes, justement, qui mentionnent les différents actes sadiques qui jonchent la littérature de Sade. Absolument. Alors ça, c'est justement un effet du freudisme. C'est-à-dire, Freud nous dit, il invente la théorie de la sublimation. Et il nous dit que, par exemple, c'est parce qu'il a renoncé à la sexualité, en l'occurrence avec sa femme, qu'il a pu détourner sa libido sur une activité qui a été une activité socialement rentable, d'un point de vue des choses de l'esprit. Il dit, et j'invente la psychanalyse. Donc il dit, voilà, à partir de moi, c'est ce que fait Freud en permanence, hein, c'est tout le sens de mon livre aussi, c'est de montrer comment l'extrapolation biographique chez Sade finit par donner des productions théoriques qui l'universalisent en disant, voilà, ça marche pour tout le monde. Complexe d'Édipe, c'est pour tout le monde. Non, ça marche pour Freud, mais ça marche pas pour tout le monde. Moi, j'ai jamais eu envie de coucher avec ma mère et de tuer mon père, par exemple. Mais Freud dirait, oui, mais c'est justement parce que vous dites ça que c'est encore plus profond en vous, et c'est de la dénégation, et à ce moment-là, pile je gagne, face tu perds, et on a toujours raison.
théorie de la sublimation, Freud nous dit, c'est parce que dans l'œuvre, vous allez raconter des actes sadiques que dans votre vie, vous n'aurez pas pratiqué les actes sadiques. Ce qui n'est pas le cas de ça. Ce qui n'est pas le cas si effectivement on prend la biographie, qu'on découvre que de fait, il y a un certain nombre d'affaires, d'Arcueil, de Marseille, etc., qui sont extrêmement documentées et qui se retrouvent même chez les hagiographes. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait même pas d'aller chercher des auteurs qui ont écrit contre, parce que pratiquement personne n'a écrit contre. Et pratiquement personne n'a écrit de livre contre Sade. Ceux qui ont écrit contre Sade, par exemple Camus dans L'Homme révolté, c'est un petit chapitre. Hannah Arendt, c'est une note en bas de page, des origines du totalitarisme. Queneau, c'est un tout petit texte. Et puis Adorno, c'est un tout petit chapitre aussi. Personne n'a consacré de livre à démonter cette mythologie. Donc en fait, il faut effectivement aller voir les textes directement. Et quand on va voir les textes directement, on s'aperçoit que la sublimation, elle n'a pas lieu d'être parce qu'il a tué lui-même, réellement. Jean-Jacques Pauvert est récemment décédé, le biographe, hagiographe de Freud, et il dit lui-même qu'il est convaincu du fait que Sade a tué. Donc il y a les affaires, il y a les aveux même des hagiographes de Sade qu'il a tué lui-même réellement, et on retrouve des ossements au fond de son jardin. Donc la sublimation, ça ne marche pas, d'abord parce qu'on a découvert que Freud a arrêté la sexualité avec sa femme, mais qu'il a continué avec la sœur de sa femme. Donc quand Mme Roudinesco dit que je fouille les poubelles, je dis les poubelles ne m'intéressent pas, mais j'ai juste envie de savoir si la théorie de la sublimation est fondée ou pas. Depuis un siècle, toute la théorie esthétique est construite sur la théorie de la sublimation. Et la théorie de la sublimation est une fiction. Donc moi j'en ai rien à faire que Freud ait cessé de coucher avec sa femme et qu'il ait couché avec sa belle-sœur, ça me le rend plutôt sympathique, mais je suis intéressé par la validité de la théorie de la sublimation. Donc ça n'est pas parce que Sade a été un gentil garçon qui n'aurait jamais pratiqué d'actes sadiques dans sa vie qu'il a écrit les 120 journées de Sodome. Il pratiquait et il était le théoricien. Dans sa vie, il était un féodal brutal, violent, phallocrate et misogyne avec les femmes. Et s'il se retrouve au tribunal, aussi souvent, c'est qu'il en a fait beaucoup. Parce que dans une époque féodale où les exactions des nobles sont absolument couvertes, pour finir par arriver au tribunal, c'est qu'il a fallu vraiment faire beaucoup. Donc je mets juste en perspective des faits biographiques, des écritures, et je montre effectivement qu'il était un féodal et pas un révolutionnaire, qu'il a tué et qu'il ne s'est pas contenté de sublimer ses passions destructrices, mais qu'il les a vécues lui-même, et que de fait, la prison lui a empêché de sévir plus longtemps. Alors quand on lui dit « ah, c'était tellement un homme de la liberté que sous 3 régimes, il a été enfermé. » Vous vous rendez compte, la monarchie, la République et puis l'Empire, c'est bien la preuve qu'on enferme toujours la liberté. Non, c'est bien la preuve qu'on enferme les délinquants sexuels, quels que soient les régimes, parce qu'ils sont dangereux pour autrui. Et ce sont des choses pas politiquement correctes à dire. Donc de manière totalement différente, pour Sade comme pour Freud, on ne peut pas mettre de côté les actes de l'homme, de la pensée, des écrits. C'est ça que vous cherchez systématiquement à revenir. Et comme vous l'avez dit en introduction aussi, de la même manière, vous avez décidé de raconter votre vie, votre histoire, votre enfance et votre jeunesse. Et il y a une espèce de snobisme comme ça à penser que la pensée est totalement légitime en soi et qu'on peut tout à fait apprécier les écrits de Sade et mettre de côté les actions du personnage. Oh, je ne dirais pas que c'est un snobisme, mais enfin, je pense que c'est une façon de procéder qui n'est pas juste. C'est une façon mondaine, je dirais. Si on travaille, on découvre des choses et on ne découvre pas ce que les autres ont raconté. Si on ne travaille pas, c'est facile, effectivement, de reproduire ce qui aura été raconté précédemment. Moi, j'ai découvert ça très tôt parce que celle qui deviendrait ma directrice de thèse m'avait proposé à l'université de faire des notices dans une encyclopédie des presses universitaires de France, et elle m'avait désigné des auteurs et des notions. Je n'ai pas choisi, elle était assez directive. Et elle m'avait dit, vous allez travailler sur Enfantin, Bazard. Je me suis dit, c'est des pseudonymes, je ne connaissais pas les noms de ces gens-là, qui existent vraiment et qui ont été des Saint-Simoniens. Et elle me dit sur Fourier. Fourier, je connaissais. Mais elle me dit, vous savez, c'est pas payé très cher, et c'est pas beaucoup de signes, et mais enfin, c'est bien pour vous, vous êtes jeune, etc. Donc j'achète l'œuvre complète de Fourier, je lis l'œuvre complète de Fourier, ça me prend beaucoup de temps, ça me coûte beaucoup d'argent, je suis jeune étudiant et ça coûtait cher, et je fais mon texte, et je rends quelques feuillets, pas grand-chose, et je suis payé pas grand-chose vu le temps de travail. J'aurais été payé aussi cher si j'avais repris 2 ou 3 articles d'encyclopédie et que j'avais recroisé ces articles-là pour faire un texte moi-même. Et finalement, ça m'aurait donné 3 heures de travail, j'aurais été payé aussi cher et l'affaire était réglée. Sauf que j'aurais reproduit les pensées des autres, les lectures des autres, les regards des autres. Et on ne regarde pas avec les yeux des autres. Donc on regarde avec ses propres yeux et c'est ce que j'ai fait avec Fourier. Et je me suis dit, eh bien, c'est une méthode extrêmement intéressante, l'œuvre complète.
parce qu'on ne dit pas qu'on connaît un opéra de Mozart quand on a entendu un extrait qui dure 3 minutes. Personne ne dira « je connais le Don Juan de Mozart, j'ai écouté 3 extraits de 4 minutes du Don Juan, donc je connais Don Giovanni ». Bien sûr que non. Et on ne connaît pas Mozart quand on a écouté que Don Giovanni. Et il y a aussi d'autres registres, les quatuors sont dans une autre facture, même si c'est le même style, etc. Donc on connaît bien Mozart quand on a éventuellement entendu tout Mozart, quand on a vu ce qu'était le jeune Mozart et puis le dernier Mozart, etc. Et c'est la même chose avec un peintre. Quand on a vu une toile de quelqu'un, on n'a pas vu son œuvre. Et on comprend mieux l'œuvre complète, enfin l'œuvre particulière d'un individu quand on a essayé de travailler sur l'œuvre complète. Et puis moi, je trouve ça extrêmement intéressant de mettre en perspective la vie et l'œuvre, parce que quand vous disposez de ces critères-là, il y a plein de philosophes qui s'effondrent. Et la plupart du temps, les philosophes du premier plan, ceux qu'on a mis au premier plan, et qui ont passé leur vie dans des perspectives de carrière, dans des perspectives carriéristes, à dire « je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le plus beau ». Je vais le dire à 2 ou 3 individus qui vont dire ça de moi, moi je vais le dire de deux. Donc Rhubarbe est né, envoie-moi l'ascenseur, je le fais moi-même. Et quand vous faites ça, quand vous regardez qui a écrit sur qui pour légitimer qui, vous dites effectivement, ce sont ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui travaillent, en revanche, ne se comportent pas comme ça, et ils sont souvent au second plan. Mon propos dans la contre-histoire de la philosophie, c'est de ramener au premier plan des gens qui ont été mis au second plan. Je songe à Camus, par exemple, au détriment de Sartre, parce que, on va pas rentrer dans le détail Sartre-Camus, je veux dire, j'ai eu l'occasion déjà à Tel Aviv d'en parler, mais on pourrait faire la même chose avec des individus qu'on a mis en avant, les Rousseau, les Voltaire, les Diderot que tout le monde connaît, alors que personne n'a lu, même si on connaît leur nom, Helvétius, d'Holbach ou Lamétrie, par exemple. Et on peut faire la même chose avec tous ceux dont j'ai parlé dans la contre-histoire de la philosophie. On connaît Saint-Augustin, mais on ne connaît pas les gnostiques licencieux, par exemple. On connaît Saint-Thomas, mais on ne connaît pas des contemporains qui sont les frères et sœurs du libre-esprit. On connaît Gassendi, on connaît Descartes, mais on ne connaît pas Gassendi. Et pourtant, ces gens-là ont dit des choses majeures, importantes, essentielles, mais on ne les lit pas, donc on ne les édite pas, donc on ne travaille pas sur eux, donc les professeurs à l'université ne les recommandent pas pour faire des masters, des thèses, etc. Et on a une espèce de philosophie oubliée, de marge de la philosophie, alors qu'on a des philosophes considérables, on a des pensées considérables, indépendamment des modes. Bon, alors moi, je n'ai pas tout lu en frais, excusez-moi, bah non, mais on va faire un... Je suis à peu près le seul à avoir tout lu. J'espère pour vous que non, et j'espère que ce ne sera pas le cas dans les prochaines années. Mais on va faire quand même quelques saucus dans les idées très diverses et très touffues que vous proposez. Vous plaidez pour un monde sans Dieu. Vous pensez qu'il faut déchristianiser la sexualité. Je mets un petit peu tout dans le même sac, on va essayer d'en sortir quelque chose. Mais vous pensez aussi, ce qu'on disait dans l'introduction, que l'Occident ne fonctionne pas sans le christianisme. Alors, quelles sont les valeurs que vous proposez à la place du monde sans Dieu, à la place du christianisme dans l'Occident, qui apparemment est intrinsèquement lié? Alors ici, on est dans un endroit un peu particulier, parce qu'on est entre l'Occident et l'Orient, donc on est vraiment dans un lieu géographique où on se pose beaucoup ces questions sur qu'est-ce que l'Occident, qu'est-ce que l'Orient, qu'est-ce que l'avenir de tout ça. Alors, la question, c'est donc que vous notez d'ailleurs, quelle valeur morale et principe d'action pour un athée? Oui, je dirais de l'Occident que c'est l'Orient devenu européen, parce que nous sommes chrétiens. Je suis chrétien, mon athéisme est chrétien. On n'a pas grand temps, mais notre civilisation, je parle de la civilisation européenne, elle est évidemment chrétienne. C'est à partir du moment où Constantin se convertit au christianisme qu'il y a la naissance d'une civilisation, et on voit comment fonctionnent les civilisations. Si on n'est pas marxiste. Si on est marxiste, c'est-à-dire chrétien, parce que le schéma reste le même, c'est le schéma de la parousie. Un jour, on a la parousie, et c'est le retour de Dieu, ou le retour du Messie, ou alors c'est l'arrivée du prolétariat, et la fin de l'histoire. Moi, je ne crois pas à cette logique-là, et je pense qu'on doit pouvoir regarder les choses en termes hegeliens. Je pense à la philosophie de l'histoire de Hegel, ou spenglerien, la morphologie du déclin de l'Occident. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus? Alors, justement, qui sont des gens qui nous font savoir que les civilisations existent et qu'elles sont mortelles, c'est une évidence,
et que par définition, plein de civilisations ont eu lieu et ont disparu, que notre civilisation a eu lieu et qu'elle est en train de disparaître, l'Occident, et que d'autres civilisations prendront la place. Il y a des histoires comme ça de cycles. Je ne suis pas spenglerien parce que Spengler dit qu'il y a une grille et ça marche pour toutes les civilisations. Non, il y a des petits garçons, des petites filles qui arrivent au monde et qui, 2 jours après leur naissance, meurent. Et puis il y a des vieillards à 100 ans qui disparaissent. C'est la même chose pour les civilisations. Il faut penser les civilisations en termes de morphologie. Donc notre civilisation est une morphologie. Il n'y a pas de civilisation sans spiritualité. Et la spiritualité, c'est la religion. Et une spiritualité, une religion, ça ne suffit pas, il faut le glaive avec. Donc quand Constantin se convertit, début du IVe siècle, 312, 313, 321, ça dépend si on prend les conversions, ça dépend si on prend un certain nombre d'édits de tolérance, etc. Mais à partir du moment où le christianisme devient religion officielle, eh bien, on a la création d'un empire qui devient l'empire chrétien. C'est un moment qui s'amorce et qui est un moment de prise de puissance. Et vous pouvez regarder, par exemple, quelque chose d'assez saisissant, une carte des monastères cisterciens au XIIe siècle. Il n'y a rien. Il y a la carte des monastères cisterciens au XIIe siècle, vous dites, en un siècle, on a constellé, uniquement les monastères cisterciens, on a constellé l'Europe de monastères cisterciens. Si vous prenez cette évolution, vous dites effectivement, c'est en pleine puissance. Le christianisme est une civilisation qui s'appuie sur saint Paul, le glaive. Saint Paul est toujours représenté avec un glaive et pas sur Jésus, mais on prend prétexte d'un certain Jésus et c'est plutôt le paulinisme qui triomphe que le christianisme. Et on a cette civilisation qui va aller déclinant à partir du moment où on a la Renaissance, l'invention du livre, la laïcité, je vais vite, mais enfin, je veux dire, on passe de Marcille de Padoue, par exemple, à Descartes, et puis de Descartes enfin même d'Erasme avant à Montaigne, et puis Descartes, et puis etc., Révolution française, décapitation de Louis XVI, et on découvre que le monde continue à fonctionner, que le roi qui représente le Dieu sur terre, tout pouvoir vient de Dieu, dit saint Paul, le roi est décapité et ça continue. Ça continue, mais pour vous, c'est déjà le déclin ça continue. De la civilisation occidentale à partir de là, à partir de la Révolution. Non, à partir de la Renaissance, le début du déclin, c'est ça. C'est Renaissance, philosophie des Lumières, Révolution, etc., jusqu'à mai 68, d'une certaine manière. Et je le dis de manière morphologique et pas morale. Entendons-nous bien, je ne suis pas de ceux qui disent c'est pas bien, il faudrait pas. Je suis comme un médecin qui constate qu'on est rentré en saine naissance. Et c'est pas quelqu'un qui dit, le médecin qui dit je suis très content que vous soyez en saine naissance. C'est quelqu'un qui dit voilà, vous êtes en saine naissance, je le constate. Alors c'est pas quelqu'un qui dit non plus, un peu comme éventuellement Alain Finkielkraut, faisons de telle sorte que les vieux deviennent des jeunes. Non, quand on a été vieux, on a été jeune. Quand on est vieux, du moins on a été jeune et on ne redeviendra pas jeune. Donc il faut faire son deuil d'une civilisation qui s'efface, et notre civilisation s'efface. Donc l'athéisme qui est le mien épouse cette courbe-là. C'est-à-dire moi je suis plus un fils de Descartes qu'un fils de la scolastique, plus un fils de la Révolution française qu'un fils des anti-lumières, plus un enfant du socialisme du 19e que de la pensée libérale, etc. etc. Et on voit donc maintenant qu'on est dans une espèce de nihilisme et que c'en est terminé pour notre civilisation. Il n'y a plus un seul personnage en Europe. Je pense d'ailleurs que c'est parce que l'Europe est morte qu'on essaie de la faire, politiquement, mais personne en Europe n'est prêt à donner sa vie pour sauver l'Europe. Alors qu'il y a d'autres gens aujourd'hui qui sont prêts à donner leur vie. Voilà. Quand vous parlez de glaive, aujourd'hui le symbole du glaive c'est l'islam. Oui. Alors j'ai pas répondu à toutes vos questions précédentes, mais vous avez raison, mais je veux dire que il y avait dans votre question une interrogation sur mes valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont susceptibles d'être présentées quand on n'est pas chrétien, qu'on souhaite être post-chrétien. Donc vous avez parlé d'hédonisme, effectivement c'est l'hédonisme. Mais c'est pas la jouissance sans conscience, parce que ça, effectivement, c'est facile de dire l'hédonisme, c'est ça, et puis c'est la grossièreté, la vulgarité, le consumérisme, et ce genre de choses. Évidemment pas ça. C'est une invitation au dépouillement, à l'ascèse. C'est une invitation à la concentration sur l'être et au mépris de l'avoir. C'est une invitation à la construction de soi. C'est une invitation à mener une vie philosophique pour chacun, c'est-à-dire à être à la hauteur de ses actes, pas forcément à faire des grandes déclarations, mais à penser ce qu'on vit et à vivre ce qu'on pense, à théoriser sa pratique et à pratiquer sa théorie. Et ça me paraît être quelque chose de très excitant d'un point de vue éthique, parce que ça concerne tout le monde, et cette conversion-là, conversion existentielle, elle est susceptible d'être pratiquée par tout le monde, ici et maintenant. Je crois à la politique aussi, exactement sur le même terrain. C'est-à-dire, je ne crois plus aux logiques jacobines, aux logiques étatistes, aux logiques révolutionnaires ou à ce genre de choses, mais je crois que des comportements peuvent être politiques. Les associations, les coopérations, les coopératives, les mutualisations, l'invitation à une révolution de soi, qui est l'occasion d'une révolution de la communauté, et puis de capillarité qui va permettre des révolutions. Je crois à ça, à des révolutions personnelles et à des révolutions collectives, le tout dans la paix.
le tout dans le calme, le tout dans la tranquillité, le tout dans la non-violence. Je suis un farouche adversaire de la peine de mort, quelles qu'en soient les formes, y compris la guerre, et je suis aussi un défenseur de la non-violence. Je pense que la non-violence n'a pas droit de cité aujourd'hui et qu'en France, par exemple, on est dans une logique de guerre civile où la violence fait la loi en permanence. Violence symbolique, violence réelle, violence métaphorique, violence verbale, etc. Donc il y a des valeurs, et je crois à ces valeurs. Non, sur l'hédonisme, l'impression qu'on a quand vous le décrivez comme ça, c'est qu'on aurait presque l'impression d'un égoïsme qui ne rassemble pas. Or, vous dites que vous croyez en la politique, vous croyez dans les associations. Qu'est-ce qui rassemble une société alors, si chacun et donc tend à son plaisir tout en respectant le plaisir de l'autre? Alors, il y a deux belles formules pour dire l'hédonisme, une première de Chamfort et une autre de Jérémy Bentham, et elle concerne plutôt l'hédonisme politique. La première formule de Chamfort, qui est un moraliste plus qu'un philosophe, mais les moralistes français sont de belles figures, ceux du XVIIe qu'on connaît un peu plus, La Bruyère, La Rochefoucauld. Chamfort est un contemporain de la Révolution française, mais il dit « jouis et fais jouir ». Sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà toute morale. Donc il ne dit pas jouis, point. Il dit jouis et fais jouir. Contre Sade, par exemple. Par exemple, vous avez raison, c'est exactement l'inverse de Sade, qui lui dit jouis, point à la ligne. Même si ça doit être payé de la mort d'autrui, c'est pas mon problème. Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne. Donc il n'est pas question de payer sa jouissance d'un déplaisir d'autrui. Donc il y a une dimension intersubjective dans cette aventure. On ne jouit pas tout seul. On jouit à 2, à 3, à 10, à plein de personnages, suivant qu'on fabrique des associations, des communautés, etc. L'autre formule, c'est la proposition du plus grand bonheur pour le plus grand nombre possible. Elle se retrouve chez Maupertuis, cette idée, elle se retrouve chez Helvétius, elle se retrouve chez Jérémy Bentham ensuite, et c'est une idée extrêmement intéressante. Comment peut-on vouloir le bonheur du plus grand nombre? Le plus grand bonheur du plus grand nombre. À l'évidence, on est obligé d'être dans des logiques populaires, au vrai sens du terme. C'est-à-dire on a le souci du peuple, on a le souci de la vraie démocratie. On parlait un petit peu toutes les deux, on parlait tous les deux parce qu'on parlait de la Suisse tout à l'heure, mais les logiques référendaires, les logiques fédéralistes, les logiques mutualistes, les logiques de souveraineté immanente, et pas de souveraineté transcendante, du genre on attend l'homme providentiel, on attend l'homme divin, on attend que ça nous tombe du ciel avec un personnage qui va nous remettre tout ça en place, etc., ne sont pas mes logiques. Moi je suis dans des logiques contractuelles, et vous avez parlé d'anarchie tout à l'heure, je me réclame de l'anarchie positive de Proudhon. Pas l'anarchie destructrice de Bakounine ou de Kropotkin ou de quelques autres, qui sont toujours des anarchies sanglantes, mais plutôt l'anarchie de Proudhon qui dit « mais comment peut-on faire pour que ça marche ? Comment peut-on construire des choses pour que la liberté soit un produit et pas un idéal, mais que ce soit vraiment concret, que le plus grand bonheur du plus grand nombre, ce soit quelque chose de réel et de concret. » Donc oui, ça marche, l'hédonisme, et c'est évidemment pas la jouissance consumériste, c'est évidemment pas ma jouissance au détriment d'autrui, c'est évidemment pas le cigarette, whisky et petit pépé, comme c'est souvent le cas dans la presse quand on dit l'hédonisme d'Onfray, c'est ce genre de choses. Parce que j'ai, en plus de ça, la faiblesse d'aimer les grands crus de Bordeaux, ou le cigare, ou la cuisine, ou ce genre de choses, et qu'on considère que c'est bien la preuve que mon hédonisme, c'est ça. Non, l'hédonisme, c'est la capacité à être dans chaque instant, et à ne pas perdre une seule seconde, parce que toute seconde perdue est définitivement perdue. Il n'y a pas de Dieu, la morale est totalement immanente, et la punition, elle est ici et maintenant. Si on a perdu son temps, c'est du temps définitivement perdu. Si on a mal fait, eh bien, on ne reprendra pas ce qu'on a mal fait. Donc l'hédonisme, c'est l'art de dire, l'histoire ne repasse pas les plats, vous n'avez qu'une vie, tâchez de la vivre, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y aura pas l'occasion de refaire une vie que vous n'auriez pas faite, tâchez de la vivre bien, celle-ci, et autour de vous, tâchez de bien faire vivre les vies de ceux qui sont autour de vous. Donc si vous faites ça, et que vous universalisez un peu la maxime, pour parler comme Kant, eh bien les autres vont faire pareil avec vous. C'est-à-dire, si vous donnez de la gentillesse, théoriquement, on devrait vous rendre de la gentillesse. Si vous donnez de la prévenance, on devrait vous rendre de la prévenance. Et alors de la délicatesse, du souci d'autrui, etc. C'est une proposition éthique. Alors je ne suis pas dupe de la violence du monde, de la brutalité des gens, de la nature humaine, de son fonctionnement. J'ai lu Darwin, je sais comment ça marche. Et indépendamment de Darwin, il suffit de regarder le monde pour être un peu au courant. Mais peu importe, on n'est pas tenu de gagner, mais on est obligé d'essayer. Et c'est la proposition que je fais sur le terrain éthique, sur le terrain politique. Mais encore une fois, je ne peux pas m'empêcher
d'avoir l'impression que c'est pas rassembleur, hein, que c'est quelque chose qui peut se vivre de manière individuelle, et qu'aujourd'hui on est face à d'autres propositions qui sont des propositions. Alors on va peut-être revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à un islam vécu aujourd'hui comme une religion rassembleuse, perçue comme telle en tout cas par certains. Et puis du coup, dans ce que vous parlez, on a l'impression que ça c'est quelque chose que des individus peuvent vivre les uns à côté des autres, mais que ce n'est pas une réponse au nihilisme occidental. Alors, vous avez raison, c'est une position individualiste. Non pas égoïste, mais individualiste. L'individualiste pense qu'il n'y a que des individus, l'égoïste pense qu'il n'y a que lui. C'est pas exactement la même chose. L'individualiste dit oui, quoi qu'on fasse, on ne vit pas la vie d'autrui. Et on ne peut que vivre avec la vie d'autrui. Vivre avec la vie d'autrui, c'est fabriquer une communauté. Ça démarre à deux, la politique. Le couple, et c'est le début de la politique. Puis trois, quand on a des enfants, ou quand on a d'autres agencements affectifs, où tout est possible ou tout est pensable pourvu que ce soit contractuel. Donc la politique, c'est très vite, et c'est très tôt. Et c'est la communauté. Simplement, cette communauté, elle est susceptible d'être dessoudée. On peut la souder et la dessouder, c'est-à-dire elle est contractuelle. C'est pas parce qu'on a passé un contrat avec quelqu'un que ça se passe bien, que si ça se passe mal, il faut continuer à contracter avec quelqu'un alors que ça se passe mal. Donc ça se fait, ça se défait. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La sculpture de soi », dans lequel je dis qu'il y a toute une espèce de travail d'élection et d'éviction. C'est-à-dire l'élection, jusqu'à il y a une heure, je ne vous connaissais pas, on se connaît, on est susceptible de construire quelque chose, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Si ça se passe pas bien, éviction, on continue sa vie, on se retrouvera pas, etc. Le public que je ne connaissais pas précédemment, je le connais, il est là, etc. Donc dans la vie, on est une espèce d'électron qui se déplace, et quand on se déplace, on a autour de soi des individus avec lesquels on peut faire des propositions éthiques, ou esthétiques, ou érotiques, ou amoureuses, ou etc. Toute proposition possible est envisageable. Puis après, ça se fait, ça se défait, ça se continue, ça se poursuit, ça peut durer une vie entière, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 2 heures, le temps d'un voyage dans un compartiment qu'on partage avec des gens, dans un train. L'éthique, elle est là, elle est extrêmement concrète. La politique, elle est là aussi, et ce sont des communautés nomades. Le jardin d'Épicure, pour moi, il est partout. Enfin, j'essaie d'installer le jardin d'Épicure partout où je suis. Il me suit, je ne suis pas dans le jardin d'Épicure, parce que je me souviens à une époque d'être allé à Athènes pour essayer de retrouver des lieux, etc. Mais oui, il y a effectivement eu un jardin avec une topographie à Athènes. Mais le jardin, chez un épicurien, il est partout où il se trouve. Donc on est dans une logique de jardin parce que l'amitié est la grande vertu épicurienne. Et l'amitié, c'est la sympathie, c'est la proximité, c'est la douceur, ce dont je parlais tout à l'heure, la prévenance, la délicatesse, etc. Et après, les autres nous renvoient des informations à partir de ce qu'on leur donne comme information nous-mêmes. Puis ils se créent des choses, ou ils ne se créent pas des choses. Et ça, c'est une communauté. Et je trouve qu'il faut juste faire fi de cette vieille idée de la communauté éternelle, de la communauté immobile, d'une révolution qui nous permettrait d'un seul coup de faire un groupe total, définitif, fusionnel, etc. Tout ça, c'était à l'époque de Marx, c'était à l'époque de Sartre, c'était à l'époque, même il y a encore des Sartriens, Alain Badiou est dans ces logiques-là. Je ne crois pas à ces logiques-là, qui sont des logiques platoniciennes de communautés avec un C majuscule. Non, je crois à des petites communautés modestes, et il n'y a que des petites communautés modestes. 2, 10, 50, un village. Pourquoi ma pensée libertaire est une pensée plutôt communaliste. Je crois au village. J'en ai un peu parlé hier à Jérusalem en disant que la proposition que faisait Camus pour sortir de la guerre d'Algérie, qui est une proposition qui peut être une proposition à examiner ici, en terre d'Israël, c'est justement ce que Camus appelait le douar commune. Le douar, c'était le petit village. Il disait, mais voilà, le vrai pouvoir, il est dans les communes. Et les communes peuvent s'associer. Et les associations peuvent se fédérer. Et bien là, on a vraiment une politique extrêmement concrète. Si on envisage la question du conflit israélo-palestinien à partir d'une logique immanente, et plus du tout à partir d'une logique transcendante, alors à ce moment-là, on voit les choses complètement autrement. Et la politique, il faut cesser de la penser de manière monolithique, comme s'il n'y avait pas eu Foucault, comme s'il n'y avait pas eu Deleuze, comme s'il n'y avait pas eu Guattari, qui ont théorisé la question des micro-politiques, des micro-fascismes, des micro-pouvoirs. C'est fini l'État. Le vieil État du 19e siècle. Je ne veux pas dire pour autant que c'est définitivement fini. Moi, je défends un autre type d'État, un État postmoderne, justement. Et si on lit Proudhon, le dernier Proudhon, celui de théorie de la propriété, Proudhon est un anarchiste qui défend l'État. Il dit que l'État doit garantir les mutualisations.
parce que l'homme est ce qu'il est, et que je suis pas dupe de la méchanceté de la nature humaine, et que si on est dans des logiques autogestionnaires, mutualistes, coopératives, fédératives, etc., il faut une instance qui peut s'appeler l'État, et cette instance peut garantir l'anarchie positive. Paradoxal, parce que les anarchistes du catéchisme anarchiste nous disent l'État, c'est l'ennemi, etc. Non, l'État c'est une machine, c'est une mécanique. Si on lui fait faire de mauvaises choses, l'État est une mauvaise chose, mais parce qu'on lui fait faire des mauvaises choses. Si on lui fait faire des bonnes choses, l'État est une bonne chose. Donc on doit pouvoir, dans des logiques communautaires, autogestionnaires, immanentes, avoir une logique d'État qui, pour le coup, peut penser les choses d'aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque de Proudhon, la France ressemble à ce à quoi elle ressemble en 1840. Aujourd'hui, il faut penser la question des services secrets, de l'armée, des relations internationales. On ne peut pas faire l'économie de ça. Donc comment on fait quand on est dans une logique communautaire, dans une logique fédéraliste? Eh bien, justement, on a des États qui sont susceptibles de prendre des décisions à partir des fédérations. Et on fait remonter, à partir des fédérations, les propositions contractuelles faites par l'individu de base, et les mandats sont impératifs. C'est-à-dire, vous donnez le mandat à quelqu'un en disant « je te donne ce mandat pour faire ça ». Si tu ne fais pas ce pourquoi je t'ai mandaté, on te reprend ton mandat et tu ne l'as plus. Plutôt que, comme on sait comment ça fonctionne, la démagogie, aidez-moi, je vais tout changer, il n'y aura plus de neige en hiver, il y aura le bonheur partout pour tout le monde, je suis élu, je ne savais pas que c'était aussi difficile, c'est compliqué, c'est pas simple, mais la prochaine fois, redonnez-moi 5 ans et vous allez voir, etc. On dit il ne nous reprendra pas, puis on recommence, puis ça continue, puis quand il revient, il dit c'était encore plus compliqué que ce que j'imaginais, il y a je sais pas quoi, la crise pétrolière, il y a les... Et puis voilà, non, on arrête ça. On arrête, on vous a donné un pouvoir, vous n'en faites rien, vous reprend ce pouvoir. C'est nous, la souveraineté c'est nous. Et je pense que c'est une autre façon de penser la communauté, et que ça fait communauté, et que ça fait peut-être mieux et plus la communauté que les vieilles façons de faire communauté, qui font par exemple en France que vous vous retrouvez avec une Assemblée nationale qui ne représente rien ni personne, si ce n'est la classe politique, si ce n'est le gratin des partis politiques, et les vieux barons de la politique politicienne, barons et baronnes maintenant, de la politique politicienne, c'est-à-dire très exactement le contraire de la démocratie, le contraire de la communauté, mais des petites oligarchies, des plutocraties, pour utiliser des vieux mots, des aristocraties qui se cachent derrière les grands mots de la démocratie, mais non, nous ne sommes pas dans une démocratie digne de ce nom. En même temps, il faut bien qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui décide, enfin, ou le peuple qui décide de quelle manière. Est-ce que la mission a été accomplie ou la mission n'a pas été accomplie? Qui est-ce qui décide et comment est-ce qu'on le décide? Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il va inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année. C'est facile de savoir le 1er janvier s'il a inversé la courbe du chômage ou pas. Ça, je vous assure que c'est très facile. Si quelqu'un vous dit « moi je vais », etc., enfin voilà, vous prenez toutes les propositions qui sont faites, c'est facile de voir si ça a été tenu, pas tenu, si vous avez renoncé ou pas renoncé. Si vous dites « moi quand je serai président de la République, je ferai une loi sur l'euthanasie » et qu'il n'y a pas de loi sur l'euthanasie, vous dites « eh bien voilà, il y a eu renoncement là-dessus. Moi je taxerai ceci, puis on ne taxe pas, on dit « il y a renoncement là-dessus ». Donc non, ça me paraît assez facile. Le peuple a du bon sens, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Le peuple a du bon sens, de la mémoire, du sens historique, du sens commun, le common decency d'Orwell, qui est une belle vertu. Vous m'avez lancé la balle, je ne peux pas ne pas la prendre sur le conflit israélo-palestinien. Vous dites que c'est un schéma qui est adaptable au conflit. Alors comment est-ce qu'on peut l'imaginer par le bas? Vous parlez d'ailleurs à un moment donné de si révolution il y a, elle se fera certainement par le bas et pas dans la violence, pas dans l'imposition de valeurs par le haut. Je suis très étonné par exemple qu'en matière de bibliographie, il y ait si peu de choses sur la non-violence. C'est sidérant. Si vous regardez la bibliographie de la non-violence, c'est peu de choses, peu de gens, parfois des choses un peu lénifiantes. Il faut aimer son prochain, il faut être gentil, il faut être bon, d'accord, mais ça ne va pas très loin. L'idée qu'on puisse théoriser la non-violence me paraît extrêmement intéressante. Et on a quelques points dans l'histoire qui nous permettent de théoriser ça. La très belle pièce d'Aristophane, Lysistrata, qui montre le pouvoir qu'ont les femmes. Alors c'est drôle, mais c'est Aristophane. C'est drôle, c'est intelligent, c'est puissant, c'est fort, parce que ça permet de comprendre la puissance de la communauté. Elles en ont marre, les femmes, que les maris fassent la guerre tout le temps. Sparte, Athènes, tout ça, ça n'arrête pas, ça se bat tout le temps, c'est de la testostérone tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne parle pas des femmes dans le conflit israélo-palestinien, ce sont toujours des hommes qui ceci, qui cela, etc. Même si, il y a évidemment des exceptions. Mais ce sont des trucs de testostérone, c'est-à-dire il faut montrer qu'on est le plus fort, qu'on est le plus costaud, qu'on est le mâle dominant, qu'on est ceci, qu'on est cela. Et les femmes qui en ont assez disent, on va faire la greffe du sexe. On ne couche plus avec nos maris. Et, alors évidemment, c'est très drôle, mais ça produit des effets.
Les hommes disent « Ah, ça va pas le faire. Comment ça se passe ?» Pièce extrêmement intéressante parce qu'elle dit « Là où vous êtes, vous avez du pouvoir. Si vous n'utilisez pas ce pouvoir, le grain de sable dans la machine, alors vous êtes aussi coupable et responsable. Pas la peine d'aller chercher du côté des dirigeants, des chefs de guerre qu'on pourrait rendre responsables en disant « Ah, c'est encore celui-ci ou celui-là qui mène les cités à se battre les unes les autres. La faute, elle est là, la responsabilité, elle est là, c'est facile, théorie du bouc émissaire, etc. » On va dire « Non, mais regardez-vous, que faites-vous » Premier point pour réfléchir à ça. Deuxième point, on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure, la Boétie. Discours sur la servitude volontaire, tout petit texte, extrêmement intéressant, d'une intelligence terrible en matière de philosophie politique. L'anti-Machiavel, son contemporain, écrit probablement à l'âge de 17 ans, c'est un Rimbaud de la politique, la Boétie, l'ami de Montaigne, on le connaît pour ça. Et il fait une théorie du pouvoir en disant c'est quoi le pouvoir, ça marche comment? Et il dit c'est une espèce de statue d'argile dont vous êtes les pieds. Le tyran, c'est une statue d'argile dont vous êtes les pieds. Si vous supprimez les pieds, la statue, elle s'effondre. La Boétie dit le pouvoir n'existe que parce que ceux sur lesquels il s'exerce y consentent. C'est extraordinaire. Et il dit soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Donc on peut toujours dire le tyran c'est un salaud, c'est lui le méchant, c'est lui le responsable, c'est lui le coupable, et puis après ça on va le condamner, et puis etc. Les choses habituelles quoi. Mais on peut aussi dire au peuple qu'avez-vous fait, vous, peuple? Vous avez fait les tyrans, vous n'avez pas résisté aux tyrans. Les tyrans sont faits d'une étoffe qui est la vôtre, que vous avez tissée vous-même. Et c'est extrêmement intéressant de voir effectivement que, plutôt que de renvoyer l'autre à ses responsabilités, en disant la faute à ceci, la faute à cela, etc., on peut dire mais j'ai fait quoi moi pour empêcher que ça ait lieu, ou j'ai fait quoi pour contribuer au fait que ça ait lieu, etc. Le début de Solzhenitsyn, qui est un livre extraordinaire, le début de l'archipel du Goulag, c'est ça. Il explique comment l'Union soviétique n'existe que parce que tout le monde consent à l'Union soviétique. Il dit mais si on renonce à l'Union soviétique, il n'y a plus d'Union soviétique. Il n'y a pas que des salauds, il n'y a pas que des membres, des commissaires politiques, il n'y a pas que des patrons de goulag, il y a aussi des gens qui laissent faire, qui éventuellement donnent un coup de main, ça c'est autre chose, mais ceux qui laissent faire, qui n'ont pas entendu. Quand la police politique, la Tchéka, a frappé à la porte, a embarqué quelqu'un, qui ont laissé faire, qui n'ont rien dit, qui se dit c'est pas moi, donc je laisse couler, etc. Le début de l'archipel du Goulag est pensé sous les auspices de la Boétie. Je ne sais pas si Solzhenitsyn connaissait la Boétie, je n'ai pas assez bien l'œuvre complète de Solzhenitsyn pour ça, mais cette idée elle est extrêmement intéressante. On prend un autre point, qui est Taureau, désobéissance civile. Texte extrêmement important, très intéressant, texte très bref, où il dit exactement la même chose. Il dit moi je ne paie pas mes impôts parce que mes impôts servent à faire des choses qui moralement me choquent. En l'occurrence l'esclavagisme et la guerre contre le Mexique à l'époque. Et Taureau dit moi je ne paie pas. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne paie pas. Pendant 6 ans, il ne paie pas ses impôts. Un jour, on le met en prison. Et ça dure une nuit, il y a sa tante qui vient payer le lendemain en cachette, on le libère, la prison est très sympathique, le soir la porte est ouverte, il discute avec les prisonniers, le gardien qui veut payer, enfin c'est très sympathique comme ça se passe, mais il écrit ensuite ce texte extraordinaire de la désobéissance civile. Lysistrata, la Boétie, désobéissance civile, on a exactement la même chose. Du genre, si vous n'aimez pas ce pouvoir, faites de telle sorte que ce pouvoir ne passe pas par vous. Ne soyez pas les auxiliaires de ce pouvoir, désobéissez. Alors inventez votre désobéissance. Évidemment, si vous ne payez pas vos impôts toute seule, vous allez avoir des ennuis, puis on va venir vous chercher. Si vous êtes un nombre considérable de personnes, ça devient plus problématique pour l'État, par exemple. Alors évidemment, ce n'est pas seulement la solution, il évolue Taureau sur ce sujet-là, puisque plus tard, il y aura l'affaire John Lewis, il va défendre des anti-esclavagistes qui prennent les armes, qui combattent, qui tuent, donc il se met à défendre la violence révolutionnaire, sanglante, etc. Ça c'est le dernier Taureau auquel je ne souscris pas. Moi je persiste à penser que ce Taureau est extrêmement intéressant, et il produit 2 figures extrêmement intéressantes dans l'histoire, Gandhi et Martin Luther King. Et on ne peut pas dire que Gandhi n'ait pas produit des faits. Ni Martin Luther King. Aujourd'hui, un président de la République aux États-Unis qui est métis. On n'est pas loin, et loin en même temps, du combat de Martin Luther King, qui sont des combats qui se sont enracinés dans la pensée de Taureau. Ces deux-là, Gandhi et Martin Luther King, avaient lu le petit texte de Taureau. Bon, je ne vais pas continuer sur ce terrain-là, mais juste dire qu'il y a une possibilité de faire de la politique autrement, qui fait qu'on cesse d'être des sujets, mais qu'on devient vraiment des acteurs. On cesse d'être des sujets en disant je fais confiance à un parti, je fais confiance à un individu, je nomme celui-ci plutôt que celui-là. Si on a un changement de président de la République, ça va changer, ce ne sera pas la même chose.
Non, c'est pas. On voit bien que les présidents de la République ne changent pas le monde, c'est le monde qui change les présidents de la République. On voit bien comment tous ont des idées extrêmement généreuses, puis ils arrivent au pouvoir, et puis voilà, on ne peut pas imaginer que le désir qu'avait Barack Obama de faire la paix dans cette partie du monde ait disparu. C'est passé quelque chose pour que cette réalité soit ce qu'elle est actuellement. Donc je pense que vraiment on peut faire des choses quand on a décidé que ce n'étaient pas les autres qui étaient responsables et coupables, mais nous. Et qu'on pouvait faire des choses. Alors pour le coup, concrètement, il faut inventer des choses. C'est à chacun d'inventer, et je crois là encore, aux associations, aux coopérations, aux mutualisations, à des choses qu'on pourrait faire les uns les autres, en disant, ben nous, on va prendre l'initiative de ceci ou de cela, d'une crèche mixte, d'un covoiturage mixte, de ceci, etc. Enfin, des choses concrètes qui arrangent la vie des gens. La révolution, elle n'a pas changé la vie des gens, l'Union soviétique, elle a juste ajouté de la terreur à la misère et à la pauvreté. Mais la révolution, elle est vraiment là quand elle change la vie des gens. Quand c'est plus facile de vivre, quand c'est moins difficile de travailler, quand c'est mieux d'habiter telle maison, tel endroit, etc., etc. Donc ce sont des choses qu'on peut inventer plutôt que de faire confiance encore à une vieille classe de politiciens qui n'est intéressée que par l'exercice du pouvoir et pas par le bonheur du plus grand nombre. J'ai envie de vous demander à vous, comme anarchiste positif, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, bon, des choses que je n'ai pas faites. Je n'ai pas fait d'enfant, par exemple. Cette dispense de... c'est pas rien. C'est de l'anarchisme? Pour moi, oui. C'est déjà une façon de concevoir que la vérité du monde n'est pas forcément dans la production d'une famille ou la reproduction d'une famille, avec une famille qu'on va détruire pour en reconstruire une autre, etc. Enfin, on parle beaucoup des familles recomposées, en oubliant que ce sont souvent des familles décomposées. Donc je pense qu'il y a des... Quand on ne sait pas faire communauté, on se dispense d'en faire une. Donc, je me suis déjà dispensé de faire du mal, ce qui est déjà une façon de faire le bien, sur le terrain concret. Ensuite, il y a plein de postes de pouvoir qu'on m'a proposés dans mon existence, je ne vais pas en faire un étalage, mais que j'ai tous refusés. Quand j'ai soutenu ma thèse, la directrice de thèse m'a proposé de devenir professeur à l'université. J'ai refusé. J'étais professeur dans un lycée technique et je suis resté dans un lycée technique. Quand j'ai envoyé mon premier manuscrit par la poste chez mon éditeur, on m'a dit « vous allez plaquer tout, là, votre femme, votre boulot, la province, et puis vous allez vous refaire un passé ». On m'avait expliqué qu'il fallait arrêter de parler de mon père, de ma mère, vous voyez, agricole, etc. Il fallait que je me fasse une autre vie, etc. On m'a dit « vous allez vous faire rencontrer les gens utiles, vous allez travailler à tel endroit ». J'ai refusé d'aller à Paris, j'ai refusé de diriger les pages culturelles d'un journal qu'on me proposait, etc., de faire, bon, etc., etc. Peu importe, je dirais pour le reste. Hein. Mais j'ai refusé toutes les situations de pouvoir parce que je sais que le pouvoir corrompt et que le pouvoir m'aurait corrompu, ce pouvoir-là. Le pouvoir, les honneurs, l'argent, la richesse, la puissance, etc. Après, quand vous recevez des droits d'auteur, vous n'allez pas non plus forcément les jeter à la poubelle. Mais j'ai rien fait pour recevoir des droits d'auteur, j'ai rien fait pour en être là où je suis. J'ai juste écrit mes livres en pensant ce que je pensais hein, et en essayant d'être cohérent. Après 1000 autres choses qui sont des choses qu'on ne dit pas parce que quand on fait des choses discrètement, secrètement pour aider des gens, on ne dit pas qu'on l'a fait parce que sinon on ne l'a pas fait discrètement. Donc faire des actions concrètes, aider des gens, aider des familles, être là, présent, etc. etc. Après des choses concrètes, j'ai aidé des médecins étrangers à Argentan où j'habitais à disposer d'un statut pour pouvoir continuer à travailler, mais là encore, pas la presse, pas ces choses-là, ça s'est fait discrètement. Mais plutôt l'université populaire. Je pense qu'il y a des philosophes en France qui font partie d'un circuit à 10 000, 15 000 ou 20 000 euros la conférence. Et qui font un travail comme ça, qui font une tournée de... J'ai refusé ça. On m'a proposé, j'ai refusé de faire ce genre de choses. J'ai créé une université populaire, j'ai démissionné de l'éducation nationale, j'ai renoncé à un salaire, et avec une vingtaine d'amis, j'ai créé tout seul en 2002, mais aujourd'hui nous sommes une vingtaine, une université populaire où nous sommes bénévoles, où nous sommes gratuits, où personne ne gagne d'argent. On a 50 000 € comme budget parce que personne ne veut nous aider. Parce que quand on a envoyé, avec Dorothée qui s'occupe de l'université populaire, 500 demandes de subventions, on a reçu 6 réponses négatives parce que la ville, le département du Calvados nous a refusé de nous aider, et que seule la région, enfin, etc. On a créé ça et il y a un monde considérable parce qu'on peut résister avec la culture. On a un ami qui nous a fait un joli dessin pour changer de logo et c'est un point qui tient un stylo biqué. Et je trouve ça très intéressant parce que le point sans le stylo ou le stylo sans le point, c'est pas la même chose. Le point menace de s'abattre sur la figure de quelqu'un et j'aime pas ça.
Mais avec le stylo, ça veut dire autre chose. Le stylo sans le point, ça ne veut pas dire non plus la même chose. Et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, dans la logique de Condorcet, auquel je crois beaucoup, logique girondine, mais là encore il faudrait parler des Girondins et décrasser le concept de Girondin, parce que les Jacobins qui ont fait l'histoire de la Révolution française l'ont encrassé, qu'on est toujours sous le coup de Mathiez, sous le coup de Soboul, même s'il y a eu François Furet. Mais je pense qu'on peut montrer qu'il existe une possibilité d'être girondin, et que, par exemple, on peut, comme moi, vivre en campagne, enfin, je dirais en province, ne pas être à Paris, ne pas faire partie des endroits qui sont des lieux de puissance, des lieux de décision, des lieux de ce type-là. J'ai refusé des postes à la télévision, j'ai refusé ce genre de choses, parce que je crois que l'université populaire, c'est plus intéressant. Et Condorcet disait donc, avec Diderot, il disait exactement la même chose, presque dans les mêmes mots, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Mon travail, c'est ça. Moi, j'ai reçu, vous l'avez justement dit, j'ai reçu de la philosophie une espèce d'onction païenne, parce que sociologiquement, à la Bourdieu, je dirais, j'aurais dû être ouvrier, et puis voilà, comme mon frère, qui est resté ouvrier, qui travaille à l'entretien du matériel dans une carrière, et sa compagne, sa femme, ma belle-sœur est cantinière, enfin bon, voilà, et ses enfants sont au chômage, enfin, j'aurais dû suivre cette vie-là. Et la philosophie m'a transformé, m'a changé, ça a été une chance pour moi. Je me suis dit, mais je dois rendre ça. J'ai reçu ça, je rends ça. Et je le rends, et nous le rendons avec nos amis. Donc c'est ma façon de faire les choses. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère », puisque tout le monde fait des trucs expliqués à sa fille ou à son fils. Donc moi j'ai fait et c'était sous-titré « Le principe de Gulliver ». Et tout le monde connaît l'histoire de Gulliver, même quand on n'a pas lu les voyages de Gulliver, on a tous en tête au moins une gravure où on voit le géant Gulliver allongé, et la multiplicité de Lilliputiens qui, avec des petits liens, a réussi à entraver le grand corps de Gulliver. Le principe de Gulliver, c'est ça, c'est-à-dire que si le grand corps, c'est la méchanceté, le mal, la misère, le capitalisme, le fascisme, la guerre, etc., eh bien, on peut en finir avec ce grand corps, malade, le dire, à partir du moment où chacun aura tissé son lien. Un Lilliputien contre Gulliver, ça ne marchera pas, c'est clair. Mais une multiplicité, ça rend possible effectivement d'arraisonner Gulliver par terre. Donc moi j'ai fait mon boulot. Et j'ai créé une autre université populaire, une université populaire du goût. Je rencontre des amis généreux qui m'offrent du champagne. On fait des dégustations de champagne, on initie les gens au goût. J'ai des amis artistes. J'ai écrit une douzaine de bouquins sur des artistes contemporains, vivants, qui sont venus exposer de la peinture pour éduquer au regard, avec les peintures d'Adami, d'Ernest Pignon-Ernest, de Garouste, de Combas. Donc je crois à l'éducation populaire. Alors évidemment, tout seul, je ne change rien. Mais je dis à chacun, qu'avez-vous fait, vous? Qu'avez-vous fait, vous? Moi, j'ai fait mon travail. Pierre Rabhi utilise une expression, qui est l'expression, enfin une image qui est celle du colibri. Il dit quand il y a l'incendie dans la forêt, le colibri, il amène sa goutte d'eau. Alors on dit, ah ouais, c'est pas avec ça qu'on va éteindre l'incendie. Et lui il dit, oui, mais enfin, si tous les colibris le font, c'est faisable. Il dit, moi, j'ai amené ma goutte, vous avez fait quoi, vous? Et il a raison. C'est-à-dire que tout seul, on ne peut rien. Mais moi, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. On fait plein de choses gratuites, bénévoles, on donne des coups de main, et puis on a fait un atelier de philo pour enfants, on a eu un séminaire d'idées féministes, on enseigne la psychanalyse, parce que moi, je ne suis pas du genre à faire de l'université populaire un truc de gourou. Donc Myriam Illouz, qui est l'amie d'une philosophe que vous connaissez bien ici en Israël, Myriam est psychanalyste et elle enseigne la psychanalyse à l'université à ma demande, parce que je ne veux pas qu'on enseigne ce que je pense, mais je veux qu'on enseigne des choses pour que chacun puisse se faire son idée, faire fonctionner son esprit critique. Donc on enseigne de la psychologie, on enseigne du cinéma, de l'architecture, de la musique, de la musicologie. On va cette année ajouter un certain nombre de séminaires nouveaux, l'éthologie par exemple. J'ai rencontré quelqu'un qui travaille sur les poulpes et sur le système nerveux des bigorneaux, donc je trouvais ça extrêmement intéressant de le faire intervenir sur ce terrain-là. Donc on éduque les gens au goût, on leur fait manger des bons produits, on leur fait goûter on leur apprend à cuisiner, des choses simples, sobres. Enfin voilà le travail que je fais au quotidien. Et ça ne change pas le monde, mais ça peut remplir la vie d'un homme. J'ai l'impression que c'est une excellente introduction peut-être pour ouvrir les questions à d'autres que nous.
Alors, tout d'abord, bonjour. Moi, en fait, je vais vous poser une question très naïve. C'est par rapport à vous et à votre présence ici en Israël, par exemple. J'aurais voulu savoir quelles ont été vos motivations premières. Alors, je m'explique, en fait. Je développe pour imaginer un petit peu mon propos. Vous faites... Alors, Israël, c'est un pays, c'est pas la Suisse. Quand on vient ici, on a une idée sur le pays où on vient et les autres ont une idée sur nous à partir du moment où on décide de venir ici. Vous faites partie d'une certaine classe politique. En France, vous êtes de gauche, vous le dites. Vous dites que vous voulez une union des gauches antilibérales, vous ne faites pas partie en fait dans l'idée vous ne faites pas partie du PS parce que vous fusillez un petit peu même François Hollande, vous dites que c'est Sarkozy sur les pieds, très drôle en fait sur ce genre de choses. Et vous avez été un moment avec Besancenot, un autre moment avec plutôt derrière Mélenchon. Et alors, vous, juste pour... dans ces genres de milieux, moi ce que je pense c'est que il y a une espèce d'essentialisation en fait de la pensée israélienne par rapport au conflit israélo-palestinien et forcément, bon bah on boycotte un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on a un avis qui est très marqué, il y a une diabolisation un petit peu constante en fait d'Israël, vu que on entend des choses extravagantes des fois, on a pu regarder un petit peu certains médias et on a certains avis de certaines personnes, vous qui faites partie en fait, enfin pas qui faites partie mais qui graviter un petit peu autour de ces milieux. Comment est-ce que vous avez eu la motivation de venir en Israël et est-ce que quand vous avez décidé de le faire, vous avez subi des pressions, tout simplement? Alors, vous avez raison de relever qu'effectivement, un temps, j'ai parlé de Besancenot, un temps, j'ai parlé de Mélenchon, etc., mais que j'ai commis des erreurs. Non pas de les soutenir, parce que dans les conditions qui étaient celles de l'époque, je recommencerai, mais simplement parce que je reçois un nombre considérable de sollicitations de journalistes qui, au moment des présidentielles, vous savez que le jour des présidentielles, le lendemain, on recommence les présidentielles suivantes. Et on dit, voilà, ça recommence, effectivement, la composition du gouvernement, du nouveau chef de l'État présume que la prochaine fois qu'il y aura des... C'est comme ça en France, hein, on saute d'une présidentielle à l'autre. Et il y a un moment donné où on me dit, alors vous allez voter quoi? Vous allez voter quoi? Vous soutenez qui? Vous soutenez quoi? Etc. Et c'est vrai que sur un plateau télé, quand on me posait, ou à la radio, ou quand des journalistes me posaient des questions, on me disait, alors vous allez voter quoi? Et longtemps, j'ai cru effectivement qu'il fallait voter en disant voter c'est accepter la règle du jeu et que bon c'est pas compliqué, la droite non, sûrement pas. La gauche oui, c'est ma famille, parce que c'est la gauche qui sort les enfants des mines et qui les met à l'école, théoriquement. Hein, ça a cessé d'être tout ça, mais enfin, c'est la gauche qui abolit la peine de mort, c'est la gauche qui considère qu'on doit pouvoir travailler moins quand on est ouvrier et puis gagner un peu plus, etc. Enfin bon, c'est ma famille. Donc je suis de gauche. Simplement, on se dit, mais l'offre qui vous est faite, elle est très courte. Parce qu'on vous dit, vous allez voter pour qui à gauche? Et on vous donne des noms, quoi. Dites-moi, c'est pas compliqué. Ma gauche, à moi, elle est antilibérale. Le libéralisme, pour moi, c'est le marché qui fait la loi. Il n'est pas question pour moi que le marché fasse la loi. On dit aujourd'hui, un livre, il est très bon votre livre, mais on ne le prendra pas parce qu'on ne vendra pas ce livre, donc non, on ne le prend pas. C'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans plein d'endroits, c'est le marché qui fait la loi. Et je dis non, le libéralisme, si le libéralisme c'est le marché qui fait la loi, alors je ne suis pas libéral. Donc, pas à droite, pas à gauche dans la gauche libérale, ça fait déjà pas mal de monde, et il nous reste effectivement un petit éventail. Alors, lutte ouvrière, le nouveau parti anticapitaliste, le parti communiste, Mélenchon. Donc vous faites quoi si vous votez? Le jour où je dis effectivement, oui, je vais voter Besancenot venait de faire à l'époque dans Libération une pleine page pour célébrer l'anniversaire de la mort de Louise Michel. Moi qui suis libertaire, féministe, Louise Michel célébrée par quelqu'un qui dit il va falloir changer la Ligue communiste révolutionnaire, changer le nom, faire autre chose, et rassembler une gauche antilibérale, une gauche écologiste, une gauche féministe, une gauche libertaire. Dans la bouche de Besancenot, il parlait de gauche libertaire. Je me dis, mais moi ça me va, je veux bien compagnonner avec des gens déçus du communisme, qui restent communistes, je veux bien contribuer à cette espèce de fédération des gauches antilibérales. Donc oui, je dis, voilà Besancenot. Mais en fait j'étais naïf, parce que quand Besancenot il a lancé cet appel-là, il a juste changé la façade de la maison, mais il est resté trotskiste, et puis il est resté piloté par les gens qui faisaient le nouveau parti, la Ligue communiste révolutionnaire avant lui, Krivine en l'occurrence, puis Daniel Ben Saïd qui est décédé depuis.
mais il s'agissait juste de repeindre la façade pour attirer du monde et trotskiser tous ceux qui viendraient, et pas faire cette gauche antilibérale. Donc moi j'ai rencontré une fois Besancenot, et puis après j'ai dit non, je ne contribue pas à ça, je ne suis pas un faire-valoir du trotskisme, donc ça ne m'intéresse pas. Mélenchon, ça a été exactement la même chose. Quand j'ai rencontré Mélenchon, il n'était pas encore candidat au présidentiel. Donc Mélenchon, il avait été un quart de siècle sénateur socialiste, il a défendu Maastricht, moi j'ai jamais voté Maastricht, j'ai jamais trouvé que le socialisme soit la vérité de la gauche, et je me disais, on a le droit de changer, après tout, s'il se gauchise un peu, s'il est tribun, il connaît l'histoire, etc. Bon, j'avais quelques points de désaccord, mais à ce moment-là, même chose, sur un plateau de télévision, vite fait, bien fait, avec Ruquier, il me dit, alors vous allez voter quoi cette fois-ci? Et j'ai dit quelque chose du genre, si Mélenchon est candidat, oui, sûrement Mélenchon. Et puis, il est devenu candidat, et il est devenu ce qu'il est devenu, et effectivement, il s'est mis à dire des choses extravagantes. Cuba n'est pas une dictature, le Tibet occupé par la Chine, c'est tout à fait défendable, les Tibétains avec leur bonnet pointu, c'est n'importe quoi, enfin, etc., etc. Et puis surtout, son islamo-gauchisme, je dirais. Et moi, je ne suis pas islamiste, hein. Je défends liberté, égalité, fraternité, féminité, laïcité, donc je ne peux pas défendre l'islam. Donc effectivement, point de désaccord. Sauf que sur Internet, on dit, vous avez soutenu Besancenot, vous avez soutenu Mélenchon, etc. Je dis, ah, j'ai aussi soutenu José Bové, qui lui aussi avait prétendu que quand il ferait lui les plaideurs, en gros, que la gauche antilibérale n'arrivait pas à trouver un candidat. Et à l'époque, Libération avait même fait une à partir d'une question que j'avais posée. C'était à l'époque où Libération ne faisait pas de moi un crypto-fasciste, un réactionnaire de je sais pas quoi, enfin, un sous-BHL, un néo-Finkielkrautien, un disciple de Zemmour, etc. Et j'avais dit, mais faites même quelque chose de peut-être inattendu. Faites de telle sorte que toute la gauche antilibérale vote pour un candidat de la gauche antilibérale, sauf soi. C'est-à-dire qu'on dise au Parti communiste, etc., vous allez voter pour le meilleur des candidats de la gauche antilibérale, vous ne votez pas pour vous. Et puis on verra, puis à ce moment-là, on aura un candidat, puis faites quelque chose qui permettra de faire la paix dans la gauche antilibérale, etc. Évidemment, ça ne s'est pas fait, etc. Et puis j'en suis arrivé à ce moment où je me dis, mais effectivement, ce sont des gens qui ne croient pas à leurs idées. José Bové, c'était la même chose, il avait dit, allez, moi je vais faire l'huître et les plaideurs, je suis une figure consensuelle, je vais rassembler tout ce monde-là, et puis il n'a pas rassemblé du tout. Le jour où il s'est retrouvé investi, il a fait n'importe quoi, n'importe comment, donc j'ai été plusieurs fois déçu. Moi je suis resté ferme sur mes principes, gauche antilibérale, et de manière pragmatique, j'ai soutenu ceux dont je pensais qu'ils pouvaient le mieux représenter la gauche antilibérale. Et je me suis trompé, à chaque fois. Donc maintenant, je ne tromperai plus parce que je ne voterai plus. Et je vais cesser de croire à ces hommes politiques qui sont exactement les mêmes quand ils sont dans l'opposition et qui ne peuvent être que dans l'opposition, et ceux qui sont susceptibles d'arriver au pouvoir. Donc ça va, j'y crois plus, je me suis fait abuser, je persiste à défendre mes idées, qui sont ces idées de socialisme libertaire, de gauche pragmatique et concrète, anti-totalitaire, et de fait, sur ces questions-là, je me suis trompé, je me suis d'autant plus trompé que, effectivement, et pour en revenir à l'autre partie de votre question, cette gauche antilibérale est antisioniste et que je ne suis pas antisioniste. Qu'elle est pro-palestinienne et que je ne pense pas que la question ce soit de choisir l'un contre l'autre, l'autre contre l'un, ou etc., que c'est plus subtil que ça, et que la façon de fonctionner de cette gauche antilibérale, elle ne me convient pas sur ce sujet, sur cette question, elle ne me convient pas. Donc effectivement, il y a des pressions qui ne sont pas des pressions, mais on me dit, mais fais attention en allant en Israël, ceci, cela. Je dis, mais je fais attention à quoi? Je crois juste de devoir venir, je suis invité, je viens, et je n'ai pas de prévention, je ne confonds pas un gouvernement et un peuple. La terre d'Israël et le gouvernement d'Israël, c'est comme si on disait la France, c'est François Hollande. Non, c'est pas François Hollande, la France, c'est une partie, dans une configuration particulière, etc. Pas plus que la France, c'était Sarkozy. La France, c'est autre chose que ça. Donc oui, il y a effectivement des espèces de pressions d'individus qui pensent que ça se fait, ça ne se fait pas, qu'on va être soutenu par cela, puis pas soutenu par cela, etc. Maintenant, moi, je suis quelqu'un de tellement libre que tout le monde me déteste. Donc, dans les logiques habituelles, c'est-à-dire la gauche, parce que, enfin la droite, parce que je suis de gauche, la gauche, parce que je défends pas cette gauche-là, les croyants, parce que je suis athée,
les athées parce que je ne suis pas athée comme il faudrait l'être, et puis etc., etc. Puis à un moment donné, on se dit, mais après, je n'ai plus rien à faire. J'ai été tellement insulté, traité de tous les noms, dans tous les journaux, sauf un ou deux, dans toute la presse, par tout le monde, avec des trucs terribles, mais on m'a fait dire des choses extravagantes, etc., que j'ai acquis une espèce de force et de liberté qui fait qu'aujourd'hui, j'écoute mon caprice. Et quand on m'a invité ici, je suis venu ici dans une configuration qui était tout à fait particulière. C'était celle d'Alain Touré, qui est président de l'Institut des droits de l'homme à Caen, et qui organise un concours de plaidoirie sur les droits de l'homme et qui m'a demandé de venir. Donc je suis venu avec une délégation de 17, je crois, une petite vingtaine de gens, beaucoup de Normands. Et quand je me suis dit, je veux visiter ce pays, parce que je suis déjà venu une fois et que j'ai des sensations particulières, je ne vais pas faire de la démagogie, mais j'avais envie d'ajouter 3 jours à mon séjour en me disant, je voudrais voir des choses, je voudrais rencontrer des gens, je voudrais comprendre des choses, donc j'ai ajouté 3 jours. Et puis après, il y a eu des pressions amicales, quelqu'un que j'aime bien, parce qu'il fait des choses pour l'université populaire, qui m'a dit, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose lors de ton passage, trouver un moment pour faire une conférence, j'ai dit oui, et puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé, j'ai cru que c'était la même chose, j'ai dit oui aussi, puis j'ai ajouté une deuxième conférence, je me suis trompé, je me suis dit, il y aura 2 conférences, et puis c'est pas grave, et puis j'en ai fait une 3e hier, improvisée à l'école biblique, parce que je passais par là et qu'ils ont voulu quelque chose, et il me reste juste demain pour voir ce que je voulais voir, et puis je rentre jeudi. Donc c'est une espèce de curiosité intellectuelle que j'avais avec le désir d'entendre des gens, de rencontrer des gens, parce que vous avez raison, le traitement médiatique du conflit israélo-palestinien, et c'est même pas binaire en France, c'est sidérant, quoi. Vous avez le diable et le bon Dieu, en alternant, une fois c'est Israël, une fois c'est la Palestine, et on se dit, mais si on a envie de penser, si on a envie de réfléchir, si on n'a pas envie d'idéologie, si on a envie d'écouter tout le monde, et tout le monde, je dis bien tout le monde, comment est-ce qu'on fait, quoi? Comment est-ce qu'on s'y prend? Je me suis dit, le mieux, c'est d'aller sur place, c'est de demander que des gens nous pilotent, nous visitent, etc. Bon, j'ai fait ça. C'est pas forcément la meilleure méthode, parce que on vous fait visiter, enfin, la personne qui vous fait visiter quelque chose vous raconte des choses, en disant, vous allez voir ceci, puis vous allez voir cela, et puis ça va se passer comme ceci. Et puis, évidemment, c'est souvent un processus de suggestion. Donc, on vous dit, vous allez voir ça, donc, vous voyez ce qu'on vous dit de voir. Puis à un moment donné, on dit, vous allez voir ici, dans cet endroit, les colons qui ont pris une maison et puis qui ont empoisonné les arbres fruitiers. On dit, ah, les salauds, quand même, c'est des trucs qu'on ne fait pas. Puis après, on se dit, mais quel intérêt vraiment à empoisonner les arbres fruitiers si vraiment on est propriétaire de ces arbres fruitiers? En bonne logique, mais je dis en revanche, en bonne logique, les personnes qui empoisonnent les figuiers, ce ne sont peut-être pas ceux qu'on dit, qui eux ont d'autres intérêts, etc. Donc, sur des cas concrets comme cela, dans cette visite qui a été effectuée, j'ai commencé à prendre des notes, puis après je me suis dit, on me raconte des histoires. Ça ne correspond pas à ce que je vois. Et j'ai pensé, enfin, je ne suis pas de toute proportion gardée, je ne suis pas André Gide, mais j'ai pensé au retour d'URSS. Et aux gens qui vous disent, voilà ce qu'il faut voir en Union soviétique. Et puis Gide qui dit, mais j'ai pas vu ça finalement, puis qui écrit son texte. J'ai pris des notes et je me suis dit, je voudrais écrire un petit texte. Puis après je me suis dit, c'est trop compliqué. Plus le temps passait, plus les choses se compliquaient, et je me suis dit, on ne s'improvise pas penseur de la question israélo-palestinienne. En revanche, j'ai des choses à dire sur la lecture girondine des choses, sur une proposition libertaire, sur cette invitation à penser les choses de manière immanente et pas transcendante. L'inventeur de la paix perpétuelle, c'est pas Kant. On parle de Kant, mais le projet de perpétuel de Kant, il est inspiré de quelqu'un qui s'appelle l'abbé de Saint-Pierre, qui est originaire de Normandie, dont on ne parle pas beaucoup. Très gros livre, le projet de perpétuel, et je me suis dit, mais si ça doit fonctionner, ça devrait fonctionner, ici ça doit fonctionner, de manière justement très, très concrète, très immanente, en arrêtant le vieux schéma du sartrisme de Frantz Fanon des années 50, du nationalisme, donc du jacobinisme. Souvent, je pense que nombre de personnes ici pensent avec les catégories de Robespierre. Et que les catégories de Robespierre, avec le jacobinisme, c'est-à-dire le contraire des Girondins, bien sûr, a produit les États-nations qui eux-mêmes ont pensé que la vérité d'un peuple se trouvait dans la constitution d'une nation, qui elle-même, nation, n'avait sa vérité que dans la construction d'un État. Comment on fait quand on est libertaire avec la notion d'État? Et celui qui m'a ouvert les yeux, c'est Camus. J'ai fait un très gros livre sur Camus. Je ne l'imaginais pas si gros au départ, mais parce que j'ai découvert plein de choses sur Camus, je voulais travailler sur la politique de Camus, et précisément sur la question de la guerre d'Algérie. Et comparaison n'est pas raison, mais ce qui se passe ici ressemble étrangement aussi à la guerre d'Algérie. Camus, il dit, mais attendez,
Soit on est dans l'idéal, à la Sartre, du genre la liberté, l'État, la nation, il faut que son peuple, etc., etc. Soit on est dans le concret, et Camus il dit, mais on fait comment nous qui sommes les pieds noirs? Camus dit, mais moi je suis pas né en 1830, c'est pas moi qui ai fait la colonisation de l'Algérie, mais on est là maintenant. Il y avait 10 millions, je crois, 10 millions de personnes en Algérie, dont 1 million de pieds noirs. Et il dit, Camus, mais on fait comment? Eh bien, il dit, il faut trouver une façon de vivre ensemble. Parce que si on ne vit pas ensemble, si on ne trouve pas une manière de vivre ensemble, alors c'est pas compliqué, il va se passer des choses catastrophiques. Vous le savez, il est mort avant la fin de la guerre d'Algérie, et malheureusement, ça lui a donné raison. On a vu les massacres des gens du FLN contre le MNA, des villages qui sont rasés par les musulmans contre des musulmans, et Camus avait bien vu que la solution ne passait pas par l'État, ne passait pas par le jacobinisme, ne passait pas par un drapeau nouveau, ne passait pas par, encore une fois, les vieilles catégories de Robespierre, mais par des confédérations. Ce qu'il appelle les douars communes. Le douar, c'est le village. Et il dit, mais le pouvoir, il est là. Il est dans un village, il est dans un lieu. Et bien ce pouvoir, organisez-le avec celui d'à côté, puis avec celui d'à côté, fédérer ces pouvoirs, fédérer des communautés. Et puis dans les communautés, laisser circuler le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la parole de quelqu'un qui s'exprime, quelle que soit sa couleur, sa religion, ou je ne sais quoi. Puis on partage la terre en même temps. J'ai dit tout à l'heure que moi je suis normand, et la personne qui a le mieux écrit sur la Normandie, c'est Senghor, Léopold Sédar Senghor. Qui a fini sa vie, qui est d'ailleurs enterré en Normandie, parce qu'il avait pensé ce qu'il appelle la normandité, la normanditude, et je pense qu'il faut réfléchir à cette question de qui est normand, pour ne pas dire qui est israélien, ou qui est palestinien, mais qui est normand. Et normand, quiconque aime la Normandie. Quiconque a envie, avec ceux qui aiment la Normandie, d'aimer la Normandie avec eux. Donc il faut repenser les catégories en disant on arrête avec les vieux schémas sartriens de décolonisation, de Frantz Fanon, de égorger un colon, c'est libérer 2 hommes, etc. Enfin, qu'est-ce que c'était que ce délire de Frantz Fanon? Délire des années 50, délire des années 60, et je me dis, si vraiment on veut laisser sa chance à une lecture girondine ou anarchiste au sens de Proudhon, alors on doit pouvoir penser comme ça, en disant allons voir sur le terrain, et puis justement les logiques de Lysistrata, de résistance personnelle, de fabrication de désobéissance civile, mais des désobéissances de partout, de gens qui disent non, 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 on n'en veut plus de la guerre, de la violence, de ce genre de choses. Donc il y a des choses qu'on va organiser non violentes, des choses non violentes. Et je pense que des choses sont faisables, sont pensables, j'y crois. Maintenant, je fais le touriste, moi j'arrive, j'aurai mauvaise grâce avec ce que je sais, avec ce que je ne sais pas, surtout avec ce que j'ai vu et surtout ce que j'ai pas vu, d'être définitif. Je dis juste, peut-être ces pistes-là sont-elles à examiner. Je vous les propose, puis à charge pour chacun d'aller voir l'abbé de Saint-Pierre, d'aller voir Proudhon, d'aller voir Camus, de repenser les questions de fédération, de coopération, de mutualisation, et puis de dire non, ça marche pas. C'est une fausse idée, c'est une impasse, c'est une mauvaise idée, ça ne marcherait pas parce que ceci ou parce que... Parler, débattre, fabriquer du contrat social. Le contrat social, il est fabriqué comme si un jour tout le monde avait assisté à une cérémonie officielle où on aurait contracté. Jamais personne n'a contracté. Or, on doit pouvoir contracter dans la logique du contrat social pour fabriquer une souveraineté populaire, justement de manière constante. C'est tout le temps le contrat. C'est je veux pas. Je veux plus. D'accord là-dessus, pas d'accord là-dessus. Et puis on discute. Mais on ne discute pas éternellement. On dit on va exposer les propositions et puis voter, et on a un quart d'heure chacun, et puis etc. Enfin, organiser la liberté. La liberté n'est pas la licence. Et organiser la liberté, ça permet de dire, et puis après, quand la décision est prise, voilà, ça se passe comme ça. J'ai la faiblesse d'avoir encore cet optimisme-là et de croire que cette solution qui n'a pas été beaucoup essayée dans l'histoire, elle est susceptible d'être essayée. Parce qu'elle l'a été essayée parfois, je dirais, dans l'histoire de la Révolution française, avec les Girondins, vous connaissez l'histoire avec les Jacobins, ça a été utilisé avec les conseillistes, par exemple en Hongrie, Spartacus, Rosa Luxembourg, vous avez vu comment ça s'est passé. Ça s'est passé aussi en Espagne, avec les anarchistes de la guerre d'Espagne, vous avez vu aussi comment ça s'est passé. Donc il faut prendre, ou avec Nestor Makhno, en fait, prendre l'histoire conseilliste, autogestionnaire, et voir que ce qui a manqué à l'autogestion, c'est un peu de tragique. C'est être trop optimiste en disant les hommes s'entendront, etc. Non, les hommes sont méchants, les hommes sont agressifs, les hommes sont dans la violence. Donc il faut prévoir ça, verrouiller le fonctionnement de l'autogestion pour qu'on puisse éviter, comme Roselle au moment de la Commune, si vous voulez, et qu'on puisse éviter qu'un jour on vous décapite parce que justement c'est plus facile de décapiter les gens et que ça va plus vite de leur mettre une balle dans la peau. Moi je ne crois pas, c'est pas le travail du philosophe.
Je pense qu'il y a beaucoup trop de philosophes aujourd'hui et qui veulent qu'on bombarde, qu'on tue, qu'on massacre, qu'on envoie les chars, qu'on envoie les avions. Je dis oui les chars, oui les avions, etc. Mais à la fin, quand on a tout essayé, quand on a essayé la discussion, l'éducation, les services secrets, et éventuellement une balle dans la tête avec les gens qui bossent dans les services secrets, c'est fait pour ça aussi, hein, de temps en temps. Donc je suis un des rares philosophes qui défendent les services secrets et qui considèrent effectivement que dans l'absolu, il ne faut pas tuer, mais que s'il faut ne pas tuer quelqu'un qui va en tuer 500 000, il vaut mieux tuer celui-là pour éviter qu'il en tue 500 000. C'est pragmatique, les Américains pensent comme ça, dans la tradition américaine, c'est pas la tradition française, qui est très idéologique et très kantienne, on tue pas. Mais on fait tuer, et puis etc. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Donc je pense que la philosophie française souffre de ne pas être assez pragmatique, parce qu'on ne pense pas le réel, mais on pense les idées qui disent le réel. Moi, mon souci, c'est de dire, pensons le réel. S'il y a des idées, tant mieux, mais c'est le réel qu'il faut penser. Ce n'est pas les idées qui pensent le réel qu'il faut penser, mais le réel, la réalité. Donc voilà pourquoi j'étais content de devenir, je suis content aussi, de venir, de voir ce que je peux voir, et puis de laisser décanter. Parce que Jérusalem, c'est une chose, Tel Aviv, autre chose. Et puis, je n'ai pas vu grand-chose. Mais après, quand on rentre, on fait des lectures, on va voir, on réfléchit, on poursuit des conversations, on revient peut-être. Enfin, voilà, c'est évidemment une cause qui m'intéresse. Tout comme la cause corse m'intéressait exactement de la même manière. C'est-à-dire, à une époque, on avait une université populaire en Corse. Et j'avais rencontré Jean-Guy Talamoni, qui était le leader des nationalistes. Et je dis, mais attendez, Derrida était encore vivant à l'époque, et je dis, mais demandez à Derrida de travailler avec vous un projet de constitution corse comme Rousseau l'avait fait, plutôt que de mettre des bombes, de faire exploser des choses comme ça. Je dis, montrez que justement vous pouvez être exemplaire, que la Corse peut être exemplaire. Et je crois à ça. Je crois qu'on peut faire ce genre de propositions, puis après, les gens font ce qu'ils veulent des propositions qu'on leur fait, mais du moins, on aura fait son travail de Lilliputien. Merci, bonsoir. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'histoire, du passé, je vais me projeter un peu dans le futur, et sur un angle, en fait, basé sur l'organisation du processus de décision. Vous avez beaucoup parlé d'une approche très décentralisée, garantie par une entité tierce, dans ce cas-là l'État. C'est une approche assez locale, en fait. On voit avec le rôle des technologies, on a beaucoup l'apparition depuis les 10-15 dernières années, et surtout là, dans les dernières années, de l'apparition de communautés d'intérêt, qui sont en général transétatiques, après étatiques aussi. Alors, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est quelles sont les implications, si on regarde dans l'approche que vous avez, il y a de nouvelles technologies de communication terrestre, de cloud, etc. Quelles sont les implications, quelle est la nature de cette entité tierce qui garantit les contrats, et quelles implications pour l'État-nation? Pour l'État-nation? Oui. Moi, je suis un peu fils de mon temps avec ses limites, je dirais. C'est-à-dire que je ne suis pas très doué en informatique, et quand je vois des jeunes arriver sur ce marché-là, enfin des 14, 15 ans, ou même plus tôt, si vous donnez une tablette à des enfants, et ils sont capables de produire des choses avec les tablettes qui moi, me sidèrent. Donc c'est plutôt aux jeunes philosophes qu'il faudrait poser cette question-là. Mais le lecteur de Deleuze que je fus, et que je reste encore, mais c'est qu'on est dans des logiques de réseau. Et que les réseaux, ça passe aujourd'hui par des flux qu'on peut arrêter, qu'on peut augmenter, qu'on peut disséminer. Et je crois à la possibilité, moi, de crédibiliser des paroles. J'essaie de faire de telle sorte que, par exemple, l'université populaire soit crédible. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, les gens se disent, s'il le dit, c'est qu'il le pense, et qu'il n'y a pas des intérêts triviaux derrière et vulgaires, mais que il y a simplement le désir de faire ce qui a été dit avec l'université populaire. C'est-à-dire quand on propose un peintre, un concert, une conférence, une lecture, un philosophe ou je ne sais quoi, et les gens qui viennent nous voir se disent, bon, il y a un crédit derrière l'université populaire. Tout le monde, hein, je dis l'université populaire, pas moi, hein, la vingtaine de personnes. Je pense que le problème avec Internet, c'est que le crédit n'existe pas parce que l'expertise n'est plus. Si vous êtes expert, vous pouvez créditer ou discréditer un site Internet parce que vous allez savoir que c'est nul, ou que c'est intéressant, ou que c'est passionnant. Donc c'est un peu ça le problème, cette espèce d'anarchie au sens négatif du terme. C'est-à-dire la sauvagerie qui se passe sur le net, effectivement, c'est difficile de faire la part du vrai et du faux. Et on sait par exemple que en France, le négationnisme est interdit, et c'est fort heureux, je défends la loi Guesso, mais que c'est tout à fait autorisé sur Internet.
et que jamais les thèses de Faurisson ne se sont autant bien portées que depuis que Internet existe, parce que ça se diffuse, ça circule, etc. Et que dans ce média-là, la haine, la violence, la méchanceté, la bêtise fait plus la loi que l'intelligence, la raison, etc. On n'est plus dans la configuration de la bibliothèque, du livre, de l'expertise, qui supposait, avec toutes les limites, hein, mais qui supposait un éditeur, un lecteur, un travail en amont, un filtrage des manuscrits pour que le livre qui arrive un jour, crédité par une étiquette, je ne sais pas, Gallimard, Grasset, Seuil, Flammarion, enfin des grands éditeurs, ou Minuit ou Galilée, qu'on puisse dire, bon, c'est crédible, c'est écrit, c'est publié là. Donc la crédibilité, le manque de crédibilité est problématique dans les logiques de réseau aujourd'hui. Je pense que s'il y avait des vrais sites crédibles sur des informations vraiment crédibles, alors ça pourrait être prescripteur et mobilisateur. Je pense que des occasions de dire la vérité qui seraient vraiment des vraies occasions de dire la vérité, pas n'importe quoi, n'importe comment, etc., mais qu'on puisse inventer une espèce de média qui soit une force, alors on devrait pouvoir disposer d'un levier extrêmement fort, extrêmement puissant, j'y crois. Mais je ne suis pas assez technique et assez malin pour savoir comment on peut faire, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas bien intentionnés et qui peuvent ravager la réputation d'un site en 2 informations, et c'est vite fait. C'est difficile de construire une réputation, mais c'est très facile de ravager et de nuire à une réputation qui aura été doucement faite et longuement faite. J'ai la faiblesse de croire qu'on doit pouvoir le faire, qu'on doit pouvoir effectivement disposer de quelques réseaux qui permettraient, avec des sages, je crois moi beaucoup au comité de sages, c'est-à-dire les hommes chez qui la testostérone ne fait plus la loi, parce qu'ils ont été ministres, premiers ministres, qu'ils sont retraités ou je ne sais pas quoi, ou comme Simone Veil, ou comme Robert Badinter, enfin des gens qui ont montré quel a été leur trajet dans l'existence, et dont on peut dire, au bout du compte, aujourd'hui, qu'on peut les écouter, parce que ce sont vraiment des sages, ce sont des gens qui ont montré qu'ils étaient crédibles. Donc je pense que des expertises de crédibilité devraient pouvoir être faites qui permettraient de donner des prescriptions, de faire des prescriptions. Et ces prescriptions pourraient être entendues et pour le coup devenir une vraie force. Sur la question de l'État-nation, c'était votre question à la seconde, sur l'État-nation, moi, je vous dis qu'il faut redéfinir la question de l'État, pas forcément dans la logique de la nation, pas forcément accroché, parce que là, on est encore prisonnier du schéma de la Révolution française, en pensant que la nation surgirait de manière un peu bizarre, à Valmy, comme ça. Si on fait un peu d'histoire, on n'est pas très sûr qu'il n'y ait pas eu des gens qui en aient acheté d'autres au moment de Valmy, et que ce n'est pas aussi clair que ce qu'on veut bien dire. L'histoire écrite par Michelet, elle est très belle, mais elle n'est pas forcément toujours très juste, et je pense qu'on peut déconnecter l'État et la nation. Ou alors les reconnecter pourvu qu'on ait pris soin de définir autrement l'État et la nation. Si la nation, c'est le désir de faire communauté, alors pourquoi pas? Et dans la configuration qui était la mienne tout à l'heure, c'est-à-dire on fait communauté quiconque veut faire communauté, sans qu'on lui demande ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il fait, d'où il vient, qui il est. L'important, c'est que vous vouliez faire communauté. Eh bien, si vous voulez faire communauté, ça constituera nation. Et on dira nation, une communauté qui aura été faite par des individus qui consentent à cette communauté-là, sans définition transcendante. Là encore, je veux rester dans l'immanence, et je ne veux pas ajouter une mystique à la politique pour définir la nation comme Peggy a pu le faire, pour justifier qu'on aille envoyer des gamins au front en la guerre 14-18 et soi-même mourir au front de manière un peu bête. On avait plus intérêt à garder Charles Peggy vivant qu'à l'avoir mort sur un champ de bataille. Donc il faut repenser la nation, il faut repenser l'État autrement. Cesser de croire, et là encore, quand je disais tout à l'heure qu'on était prisonnier en France d'une tradition allemande dans la façon de faire de la philosophie, et que les Américains ou les Anglo-Saxons font beaucoup mieux en la matière, c'est-à-dire que la tradition allemande, elle est idéaliste. C'est-à-dire qu'il y a une idée, on utilise des concepts avec des majuscules, et l'État, c'est l'État avec une majuscule. C'est l'État de Hegel, c'est la fin des principes de la philosophie du droit, c'est l'État de Fichte, c'est l'État, ou même l'État de Marx, au sens négatif du terme, c'est-à-dire l'instrument d'oppression. L'instrument est toujours un instrument d'oppression, ou un instrument de construction de l'oppression qui est nécessaire pour constituer la société, ou pour structurer la société civile, pour Hegel par exemple. On peut dire, mais non, les Américains, par exemple, ne disent pas l'État c'est bon ou c'est mauvais. Les Américains disent c'est un instrument, on en fait quoi de ça? Je dis les Américains, la philosophie américaine. Et là, on se dit, mais on peut en faire de mauvaises choses de l'État.
Il suffit de lire ou relire 1984 d'Orwell ou de regarder l'histoire et de regarder ce qu'ont été les pays de l'Est ou ce qu'a été le national-socialisme, c'est l'État. Et en ce sens, Nietzsche avait raison de dire que c'était le plus froid de tous les monstres froids. Mais on peut aussi dire, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, comme Proudhon, que c'est un instrument et que c'est un instrument qui peut garantir autre chose que le monopole de la contrainte légale, parler comme Weber. Donc il faut cesser d'être idéaliste, redevenir, ou devenir pragmatique, je dis redevenir parce que c'est la France qui a inventé le pragmatisme, c'est Maupertuis, auquel j'ai consacré un cours, mais en France personne ne connaît Maupertuis, et les anglo-saxons se sont emparés de la philosophie de Maupertuis via Jeremy Bentham, et c'est devenu leur philosophie, et ils ont bien raison. Je parlais tout à l'heure de la question de la torture, on dit alors la torture c'est toujours mauvais, voilà, c'est mauvais, ah bon, bah, la torture est mauvaise, voilà. Et puis vous dites oui mais moi j'ai entre les mains là quelqu'un qui, si on le fait parler, va pouvoir nous donner des informations qui vont éviter un attentat, 20 morts. Ah non, c'est pas bien la torture, donc on torture pas. Bon d'accord, pas de problème, c'est bien, on n'a pas torturé, mais on a occasionné la mort de 20 personnes. Est-ce que c'est mieux? Les pragmatistes sont conséquentialistes. Ils disent l'important n'est pas de juger l'idée parce qu'elle serait une idée, mais de juger les effets produits par cette idée. Et si les effets sont bons, alors l'idée est bonne. Si les effets ne sont pas bons, alors l'idée n'est pas bonne. Donc évidemment, on ne vit pas dans un monde idéal, à tous les sens du terme, on ne vit pas dans un monde d'idées, on vit dans des mondes extrêmement concrets. Et en ce sens, s'il faut penser l'État, s'il faut penser la nation, il faut cesser de les penser comme des idoles majuscules, mais il faut les penser avec la capacité des hommes à être ce qu'ils sont. Nation, la nation, c'est l'art de, ce serait le produit d'une communauté qui accepterait des gens qui veulent faire communauté, indépendamment de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent. C'est la vieille définition républicaine en France. Hein, la République ne regarde pas la couleur de ses enfants, la religion de ses enfants. Elle dit, vous voulez faire République, faisons chose publique. L'étymologie de République, c'est ça, comme vous le savez. Je défends cette idée-là d'une nation qui serait purement contractuelle, qui serait purement immanente et sûrement pas transcendante et sûrement pas mystique. Et la même chose avec l'État, c'est-à-dire dire que c'est un instrument, et que c'est un instrument qui peut servir de bonne cause, en ce sens, l'État est bon. Et si l'État sert de mauvaise cause, alors l'instrument est mauvais. Et dans la configuration de Camus, par exemple, l'État, il n'en parle pas comme ça, parce que ce sont quelques petits textes qui sont dans une œuvre complète et qui sont un peu délayés avec des informations très concrètes à chaud au moment des guerres d'Algérie, mais il faudrait extraire ces textes-là pour les montrer. Il avait travaillé d'ailleurs à partir des travaux d'un juriste. On peut envisager que l'État serait le nom de la garantie des communautés qui se font sans l'État. C'est-à-dire que l'État, ce serait ce qui permettrait aux fédérations, aux confédérations, aux mutuelles, aux mutualisations, aux coopérations, aux coopératives, etc., d'exister en tant que telles avec un regard qui permettrait justement de prendre une décision. Les communautés qui prennent des décisions, c'est pas facile. On peut pas faire une somme comme ça tout de suite, immédiatement, arithmétique. On peut arriver à des individus auxquels on donnerait un pouvoir qui serait un pouvoir de souveraineté consentie, et de souveraineté consentie à partir du contrat. Donc la contractualité fait que l'État ne serait pas une espèce de monstre invisible avec une administration qui pourrait prendre le pouvoir pour elle-même. C'est souvent le cas. On voit aujourd'hui que les États, ce sont des États dans l'État, d'une certaine manière, avec des fonctionnaires ou des bureaucrates qui ralentissent, qui empêchent, qui font de telle sorte que les décisions prises par un chef de l'État, un chef de gouvernement, n'aboutissent jamais, parce que simplement l'État croule sous la bureaucratie. Il faudrait donc un État minimal qui soit la garantie maximale des constitutions de communautés quand on a envie de les faire, c'est-à-dire de la nation. Merci, avec votre permission, une petite question. Tout à l'heure, vous avez prononcé certaines phrases qui auraient dû sortir d'un livre situationniste. Et je voulais savoir quelle place vous accordez aux situationnistes. À la question, la deuxième, vous êtes attaqué déjà à Dieu, à Freud, à Sade. Qui est votre prochaine cible? Alors, sur les situationnistes, c'est pareil. J'ai fait un cours une année sur les situationnistes et j'oppose Guy Debord à Raoul Vaneigem.
si vous pouvez peut-être rappeler en 2 mots ce que c'est le situationnisme. Alors, oui, vous avez raison, on dira du situationnisme qu'il n'existe pas, selon Debord, et qu'il n'y aurait que des situationnistes, mais sûrement pas de situationnisme, et que le situationnisme, a priori, cristallise un certain nombre d'avant-garde esthétique, littéraire, alors le surréalisme, le lettrisme, Isidore Isou et tous ces gens-là, dans la figure d'un Guy Debord qui pense que la subversion sera l'occasion de réaliser une révolution qui passera par l'esthétique. Les beaux-arts seraient le levier d'une révolution qui permettrait une révolution dans la vie quotidienne, pour aller très vite. Chez Guy Debord, ça passe par la Société du spectacle, qui est un livre qui est un malentendu, parce que le spectacle n'est pas du tout ce qu'on imagine actuellement. On a l'impression que la Société du spectacle, c'est la société de la télévision ou des médias, c'est pas du tout ça. C'est une pensée extrêmement compliquée, et en même temps assez cynique, assez ironique, assez drôle, parce que Guy Debord cite des individus sans dire qu'il les cite. On y trouve des passages de Clausewitz, de Sun Tzu, enfin d'un certain nombre de La Rochefoucauld, sans qu'il les cite. Et il y a une pensée extrêmement intéressante, mais c'est souvent une pensée issue de Feuerbach, qui est un philosophe dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est une philosophie, un philosophe, Feuerbach, un philosophe de l'aliénation. L'aliénation, elle existe quand on ne vit pas sa vie, mais la représentation de sa vie. Il y a du spectacle quand nous ne vivons pas notre vie, mais quand nous vivons une vie spectacularisée. La vie qu'on nous a donnée à rêver, la vie qu'on nous propose et que nous vivons, mais qui n'est pas la nôtre. Donc il y a société du spectacle quand, effectivement, nous ne vivons pas notre vie, mais que nous souscrivons à l'aliénation d'une société qui nous invite à vivre une autre vie. Donc, en ce sens, je suis situationniste s'il le faut, parce qu'effectivement, je souscris à ça. Nous ne vivons pas nos vies, la plupart du temps. Nous vivons la vie que nos parents auront voulu pour nous, que les médias auront voulu pour nous, que l'époque aura voulu pour nous, mais que nous n'aurons pas voulu pour nous. J'oppose après ça Debord, parce qu'il y a des Debord, il y a ce Debord-là, et puis il y a un Debord qui va devenir de plus en plus acariâtre, de plus en plus misanthrope, et qui va finir par tenir des discours extrêmement réactionnaires, au point que la nouvelle droite d'Alain de Benoît trouve des grandes vertus au dernier livre au pluriel de Guy Debord, et sur la critique du tout fout le camp, ils sont tous nuls, ils sont tous méchants, tout le monde m'en veut, une grande logique paranoïaque de Guy Debord. Bon, c'est le dernier Guy Debord. Il y a des éclairs de génie aussi, hein, sur le nihilisme qui est celui de notre époque, mais je préfère Raoul Vaneigem, en face. Comme si finalement l'un, Guy Debord, était la version pulsion de mort et l'autre plutôt la version pulsion de vie. Raoul Vaneigem est un optimiste invétéré. Je me souviens que quand on se voyait, qu'il me disait il y a une manifestation en Belgique dans 3 jours, c'est la preuve que la révolution est proche, etc. J'y crois pas vraiment et je suis pas sûr que, etc. Mais il est toujours sur cette idée que oui, la révolution ne pourra pas ne pas advenir, et il est passé d'une période un peu violente. Je veux dire, le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations fait l'éloge de Saint-Just, de Robespierre, de la décapitation, de choses extrêmement violentes. Hein. Il est passé à autre chose, quelque chose de plus libertaire, de plus écologiste, de plus féministe, de plus utopiste, etc. En ce sens, le situationnisme a joué un rôle, ça me paraît évident, et le spectacle, pour le coup pas au sens de Guy Debord, mais le spectacle médiatique a anéanti le travail de la société du spectacle, parce que ce qui reste intéressant dans le situationnisme, en ce sens, je vous disais tout à l'heure que je m'en sentais aussi un enfant, si je puis me permettre, eh bien, c'est cette idée que nous ne vivons pas notre vie. Nous vivons une vie mutilée. Nous vivons la vie qui nous est proposée, mais il y a ça chez Gunther Anders, il y a ça chez Adorno, chez les philosophes de l'école de Francfort, beaucoup un collage aussi, Guy Debord, mais le génie est aussi dans le collage. En ce sens, c'est une philosophie qui a marqué son temps, mais qui a été aussi spectacularisée par Guy Debord, qui n'était pas dupe de lui-même. Et à un moment donné, par exemple, où sur son écritoire, il a mis une petite étiquette en disant « écritoire sur lequel la société du spectacle a été écrite ». Il a recopié ses manuscrits sur un cahier en détruisant ses manuscrits pour laisser croire que le manuscrit était tout d'une traite. Et il est devenu trésor national à la Bibliothèque nationale. Bon, voilà, il y en a qui finissent à l'Académie française, on a la sénilité qu'on peut. Mais je pense que le situationnisme a réécrit son histoire à partir de mai 68, avec des exclusions, avec des détestations, des insultes. Donc c'est un peu difficile et ça reste assez groupusculaire. Et il y a parfois des choses qu'on ne dit pas,
que moi j'ai apprise par Gérard Fromanger, qui est un peintre qui était l'ami de Deleuze, de Foucault, de Guattari, de Sartre, etc. Je n'ai jamais lu ça nulle part, mais Gérard me dit qu'à Strasbourg, il y a eu un drapeau situationniste, et que ce drapeau situationniste, il était fait d'un truc transparent. C'était, comme vous savez, les trucs avec lesquels on recouvre les livres, là. Donc j'aime bien l'idée d'un drapeau transparent. Ça me paraît assez intéressant, mais il y a que Gérard Fromanger qui m'est parlé de ce drapeau. Donc si vraiment il y avait ce drapeau situationniste, dans pas mal d'endroits du monde, ce serait bien qu'il flotte un peu partout, ailleurs que sur le toit de la cathédrale de Strasbourg. Et votre deuxième question concernait... votre prochaine cible. Ma prochaine cible. Alors, je récuse l'idée de cible, parce que en 2002, j'ai commencé une contre-histoire de la philosophie, et je me suis dit, je fais la lecture des œuvres complètes, et je propose, dans la méthode que je disais tout à l'heure, une façon de visiter 25 siècles d'histoire de la philosophie. Donc, il y a des gens dont je me suis occupé sévèrement, mais dont on n'a pas parlé parce qu'il s'agissait d'Antiphon d'Athènes et que personne ne connaît Antiphon d'Athènes. Et donc, quand j'ai fait tout ce travail-là, quand je dis par exemple que Montaigne n'a jamais écrit les essais, pas parce que j'ai envie de faire un scoop, mais c'est parce que Montaigne le dit lui-même dans les essais, il les a dictés, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc je repropose une lecture des essais à partir de ce que Montaigne nous enseigne, à savoir il a dicté les essais, ce qui en fait non pas le premier des modernes, mais le dernier des antiques. Je fais une proposition dont tout le monde se moque. Mais le jour où j'explique que Freud a menti, trompé, trahi à son époque, hein, c'est-à-dire à son temps dans la contre-histoire de la philosophie, j'arrive à Freud, j'arrive à Sartre, j'arrive à Sartre. Et bien comme par hasard, c'est dans ces occasions-là qu'on m'invite à la télévision et on me dit « Alors, il avait cassé la gueule à celui-là, c'est qui la prochaine cible ?» Je dis « Mais pourquoi vous pensez à la contre-histoire de la philosophie en termes de cible, alors que finalement, il y a plein de philosophes dont je parle positivement, mais vous m'invitez jamais quand je parle positivement des individus. J'ai démarré une contre-histoire de la littérature en faisant un livre qui s'appelle Le réel n'a pas eu lieu, sous-titré Le principe de Don Quichotte. Personne ne m'a invité. Je fais une proposition un peu inédite, je pense, que je parle sous votre contrôle, mais personne n'a jamais fait cette proposition de lecture pour le Don Quichotte, et je dis, mais c'est quand même sidérant que Don Quichotte soit sans cesse dans la dénégation. Don Quichotte, il dit que le réel n'a pas eu lieu. Vous avez plein de philosophes pour lesquels le réel n'a pas eu lieu. Donc je nomme principe de Don Quichotte cette façon qu'a Don Quichotte de refuser le réel et de dire, regardez, il y a plein de gens qui refusent le réel, j'explique pourquoi la dénégation fonctionne, etc. Pas de papier, pas de presse, pas d'invitation à la télévision, c'est pas intéressant. Don Quichotte, principe de Don Quichotte, pourquoi? Je fais un bouquin sur Sade, dans la même perspective, puisque je me suis proposé dans l'histoire de la littérature d'en prendre un, et non pas de lui régler son compte, mais de dire des choses sur lui. Je démarre avec Dante, je continue avec Rabelais, 16e, 17e Cervantes, 18e Sade, 19e Flaubert, 20e Kafka. Parce que ces individus-là ont produit des concepts, ces écrivains ont produit des concepts qui sont utiles, pas seulement à la philosophie, mais à tout le monde. Dantesque, gargantuesque, rabelaisien, sadique, don quichotesque, kafkaïen, bovarique, etc. Donc je pars dans cette configuration-là. Mais sur le Sade, on dit « Ah bah ça y est, il a encore cassé la gueule à quelqu'un, donc encore une cible, et puis etc. » Mais je dis « Mais non, invitez-moi pour Don Quichotte, puis on parlera d'autre chose, et puis invitez-moi pour le suivant, qui sera probablement sur Madame Bovary, sur le bovarisme et la pulsion bovarique. » Mais c'est la télévision qui fabrique des événements comme cela. À chaque fois qu'il y a quelque chose de polémique, éventuellement de polémique, eh bien, on y va. Je fais 600 pages sur Albert Camus. Quand on m'invite, on me parle de Sartre. Je dis, oui, enfin, arrêtez. Je dis, je fais un livre justement pour désartriser Camus. Et il n'y a qu'un truc qui vous intéresse, c'est de dire, alors c'est vrai qu'il a écrit dans des journaux collabos, alors c'est vrai que Simone de Beauvoir a travaillé à Radio Vichy. Je dis, oui, bah, enfin, mais justement, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de le dire, pour dire que ces gens-là étaient ces gens-là, et qu'en face, les Thénardier, là, Camus, enfin Sartre et Beauvoir, et qu'en face, il y avait Albert Camus, dont vous ne me parlez pas. Donc, je ne suis pas dans une perspective de faire des coups, ou de me dire, tiens, ça va rapporter de l'argent parce que je vais cogner sur une idole, et que je... Non, je fais ça depuis le début, et simplement, il y a des moments où ça dit à des gens, et effectivement, c'est plus facile avec Freud, c'est plus facile avec... mais je l'ai fait avec plein d'autres. Je l'ai fait avec Platon, je l'ai fait avec Descartes, je l'ai fait avec Heidegger, je l'ai fait, enfin, depuis 13 ans.
Et ça, c'est simplement le fait que le braquage médiatique se fait sur ces figures-là et qu'on me transforme en briseur d'idoles, etc., et en personnage qui cherche des coups. Non, je fais un travail de démystification, mais sans que ce soit forcément dans une logique de cible qui me permettrait de me dire, tiens, il faut que je m'en retrouve un pour la prochaine fois. Non, mon prochain livre va s'appeler Cosmos, il va faire 600 pages, c'est une trilogie, l'autre s'appellera Décadence, le dernier s'appellera Sagesse. Ça va faire 1500 pages, et le global, ça s'appellera Brève encyclopédie du monde, et je vous fais le pari, devant vous, il y a 1 million de signes dans Cosmos, et je vous fais le pari qu'on ne me parlera que de la préface dans laquelle je raconte comment mon père est mort dans mes bras, en regardant le ciel, etc. Je peux vous prendre le pari qu'on oubliera le million de signes de ce livre pour se concentrer sur 6 ou 7 pages, parce que c'est plus spectaculaire, pas au sens de Debord pour le coup, parce que c'est plus médiatique, parce que ça fait pleurer dans les chaumières, parce que c'est plus, etc. Mais je vous assure que ça n'est pas ce que je recherche et que je ne suis pas dans des logiques de coups, de cibles ou je ne sais pas quoi, juste un travail, comme mon père labourait son champ avec ses chevaux, c'est-à-dire je creuse un sillon, et je le fais depuis 1989, mon premier livre, jusqu'à ce que Dieu, auquel je ne crois pas, me prête vie, et puis voilà, alors il y aura peut-être encore des cibles d'ici là, mais je ne les aurais pas désignées juste pour le plaisir de faire du baltrap.